Donc la Fédération de la libre pensée de la Somme avait décidé depuis, je crois, 2022, d'organiser une conférence sur le droit à l'avortement. Suite à l'arrêt qui est paru aux États-Unis, un arrêt régressif sur le droit à l'avortement, l'arrêt Roe-Wade, dont les conférenciers vont parler, je suppose, donc je ne vais pas développer. Elle a été retardée pour plusieurs raisons qu'il n'est pas très utile de développer ici. Donc nous avons aujourd'hui 3 intervenants qui vont expliquer un peu les choses, refaire un peu l'historique du droit à l'avortement en France et donner quelques précisions sur les techniques d'avortement, etc. Et puis donner les enjeux. On avait titré notre conférence « Le droit à l'IVG est-il menacé en France ?» Alors vous savez tous qu'aujourd'hui l'IVG est inscrit dans la Constitution de la Ve République. Je pense que ce sera aussi un des sujets du débat de ce soir. Mais je ne vais pas aller plus loin, donc je vais laisser nos conférenciers intervenir. Et avant de terminer, on a mis un document, pour ceux qui ne le connaissent pas, sur une table là-bas, qui s'appelle « Les acteurs de la conquête de la laïcité au cimetière de la Madeleine d'Amiens », un travail qu'on avait réalisé l'an dernier, où on avait visité les tombes d'acteurs célèbres de la conquête de la laïcité dans la Somme, qui sont René Goblet, Jules Barny, Marcel Follet, et le 4e, c'est Frédéric Petit. Donc, s'il y en a que ça peut intéresser, la brochure est à disposition, prix de 5 €. Donc voilà, ils vont se présenter eux-mêmes. Il y a 3 conférenciers, Isabelle Niel, qui est médecin, mais elle nous dira en plus, si elle veut en dire plus sur sa vie, sa profession, etc. Nina Bray, qui est du planning familial, avant, et Patrick Casmarek, qui lui fait partie de notre fédération. Deux autres personnes ne le sont pas, mais on a toujours invité assez souvent dans nos conférences des gens qui ne faisaient pas partie de la libre pensée. Ça enrichit toujours le débat de voir des personnes différentes. Et d'ailleurs, on est très ouvert à la discussion, à la libre pensée, et c'est pour ça qu'on est dans cette fédération-là. Voilà, donc je crois que c'est toi, Patrick, qui commence, donc je te laisse la parole. Merci François. Comme Isabelle et moi commençons à avoir maintenant l'habitude de jongler ensemble, et nous avons la jeunesse qui vient nous rejoindre, moi, je suis plus vieux, j'ai vraiment peut témoigner de l'évolution concrète sur le terrain dans la Somme, et donc forcément en rapport avec l'évolution nationale, les côtés positifs, les côtés négatifs, sur une cinquantaine d'années. Donc, le topo qu'Isabelle va faire est cadré par 4 points. Le premier point, c'est ce que j'appelle la praxis, c'est-à-dire la pratique sauvage de l'IVG qui remonte à très très loin. Il y a toujours eu des IVG. Le code d'Hammurabi précise que toutes les femmes qui procéderont à des IVG seront poursuivies. Il y a une condamnation des femmes. Par contre, chez les Égyptiens, c'était toléré. Bon, donc déjà, alors vous imaginez que sur ces 4000 ans, il y en a des choses qui se sont passées, mais c'est surtout pour bien montrer cette histoire de ce besoin inhérent à la condition féminine dans le cadre de sociétés données, que c'est une permanence, et donc il y a des moments où il va y avoir des accélérations, des moments où il y aura des freins. Mais justement, on va passer de la praxis à l'éthique. Justement, pourquoi? Parce qu'on va passer du crime qui était l'IVG, on va en passer, et il a fallu des siècles et des siècles, on passait du crime au délit. Ce qui, au niveau de l'éthique, de la morale, est un acquis. Le tout, c'est que, et on arrive au 3e point, c'est quand l'on passe de l'éthique au juridique. C'est bien beau d'avoir de ne plus considérer l'IVG comme un crime, mais comme un délit. Il faut un cadre juridique
c'est propre au développement de toute société qui se structure. Donc ça, c'est le troisième point. Et Annie Ernaux, tout le monde a entendu parler d'Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, et il y a un film qui sort, voilà, et qui s'inspire d'un de ses romans que je vous conseille, L'événement, qui est remarquable, et qui accompagne par l'intérieur une femme, il y a 40 ans, une femme qui fait une demande d'IVG. Et ça, je dirais que c'est... bon, avec la différence, c'est que maintenant l'IVG est légale, à l'époque ça ne l'était pas. Donc, mais le parcours intime de la femme est très bien décrit, et c'est forcément aussi quelque chose, l'histoire chaque IVG est une histoire féminine en soi. Annie Ernaux, comme je disais à Isabelle, j'ai trouvé vraiment cette phrase. Annie Ernaux, dans l'événement, écrit au moment où on a jugé le procès de Bobigny, va être un tournant, parce qu'Isabelle non, l'avocat. Gisèle Halimi. C'est terrible de vieillir, disait donc, Annie Ernaux disait, on jugeait par rapport à la loi en négligeant la loi. Et elle avait dit, Gisèle Halimi, à la jeune femme qu'elle défendait, elle dit, on ne va pas te défendre toi, on va attaquer la loi. Bien sûr, c'est une manière de défendre. Mais, donc c'est très important, c'est que là, elle pose par ce propos, Gisèle Halimi, le fondement moderne de la lutte pour l'émancipation, pour la reconnaissance du droit à l'IVG, grâce à cette manière maintenant de s'attaquer aux lois en tant que telles, plutôt que culpabiliser une femme qui a pratiqué une IVG. C'est très important. Voilà. Alors, on a, dans le cadre justement de cette remise en cause de la loi, de l'évolution positive que constitue ce combat, il y a la Constitution, le fait que ça soit cité dans la Constitution. C'est très important, mais la question est quels sont les problèmes qui restent posés, car ça ne résout pas tout. Il y a des problèmes qui sont éclairés d'un nouveau jour, la constitutionnalisation, mais tout n'est pas réglé parce que, et ça sera ma dernière partie que va développer aussi Isabelle, c'est qu'au fur et à mesure ce développement des choses, je rappelle, l'IVG est un besoin, ça a toujours existé. On a un vent de liberté quand même qui a soufflé sur le monde féminin sur droit. Et il se trouve que tout cela a entraîné, premièrement, la nécessité d'améliorer la technique d'IVG, car avant ça faisait, vous savez, avec des aiguilles à tricoter, tout ça. Bon. Donc, il y a les techniques qu'il a fallu perfectionner, et en particulier avec les IVG par aspiration sous anesthésie générale. Il y a des femmes qui ne voulaient pas d'anesthésie générale, mais on a généralisé l'anesthésie générale et on a amélioré la technique. Il faut savoir que la méthode Kerman est une technique qui a été mise au point par les médecins soviétiques. Et c'est les communistes, des médecins communistes sont allés se former en Union soviétique, sont revenus dans la région parisienne et à Marseille, où il y a des centres de santé qui se sont développés à partir de cette pratique de ces médecins. Et à partir de là, on a formé, dont je suis un exemple, et puis après ma petite Isabelle. La technique. Mais on va voir que les problèmes techniques posent des problèmes humains et des structures. Il faut des structures, il faut du personnel. Après l'aspiration, eh bien, on a développé l'IVG par médicament. Isabelle a beaucoup travaillé là-dessus. Elle va bien montrer les enjeux de l'IVG
par médicament. C'est une technique vraiment particulière. Et voilà. Et aussi, maintenant, l'ouverture, on passe des praticiens purement médicaux, médecins, aux sages-femmes, et même au-delà, c'est-à-dire qu'il faudra suivre des stages de formation, etc. Mais on sort du carcan. Voilà. Donc, c'est à peu près le carcan qu'on s'est fixé. À toi, Isabelle. Bon, donc bonsoir tout le monde. Donc, moi je m'appelle Isabelle Yen. Je suis certes médecin généraliste qui pratique les IVG. Je pratique les IVG médicamenteuses à mon cabinet depuis une petite quinzaine d'années. Mais je suis surtout militante féministe et militante communale du planning familial à Amiens. Voilà. Donc après, il y a tellement de choses à dire sur l'IVG que je me disais peut-être par rapport à la dernière fois quand on avait fait la réunion avec les élus de l'humanité, peut-être c'est bien de poser des choses et qu'il y ait un dialogue. Parce que l'autre fois, c'est vrai que j'avais parlé pendant 3 quarts d'heure. Donc ça, on peut faire. Mais je me dis que peut-être un échange, c'est bien de relancer des choses. Donc pour partir sur ce que tu disais, quand tu as envie de la présenter aussi, peut-être, avant qu'on attaque. Oui, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Nina Bré et je suis bénévole également, comme Isabelle, au planning familial de la Somme, qui est à Amiens, depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et je fais partie aussi de plusieurs commissions. Je suis partie de la commission IVG. Donc c'est aussi à ce titre-là que je suis là ce soir. Parce qu'on fonctionne par les différentes commissions, dans les différentes organisations. Oui, donc la première chose que je voulais dire, effectivement, ce que tu as dit au début, le plus important, c'est que les femmes ont toujours avorté, elles avorteront toujours, et ce n'est pas, je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie de la vie des femmes, de leur parcours de vie, de leur parcours de soins, et je pense, bon, c'est peut-être une discussion que vous souhaitez avoir, que c'est vraiment un acte qui est aussi un soin, qui est aussi un droit, qui est fondamental, mais qu'il faut normaliser et considérer comme, moi je dis toujours, dans la vie de la femme, il y a l'endométriose, il y a la puberté, il y a le cancer du sein, il y a l'accouchement, il y a l'IVG, il y a un tas de choses, et voilà. Donc c'est une des étapes. Il faut savoir que dans le monde, donc une femme sur 3, autour de nous, une femme sur 3 a fait ou fera une IVG. Donc la question après dont on pourra parler, c'est effectivement, on parlera de l'accès à l'IVG. Bon, nous, on est quand même dans un pays où on a quand même réussi à faire rentrer, bon, grâce aux luttes, l'IVG dans le droit, en tout cas, enfin c'est même pas le droit, c'est la liberté. Hein, ce n'est pas, bon ça, il y a eu un grand débat dans les milieux féministes, et bon, il y a eu, voilà, pour que ça puisse rentrer, puisque quand même ça a été, bon, pour finir, c'est quand même passé majoritairement, et les sénateurs de droite ont quand même voté, mais je veux dire, s'il y avait eu le droit, on n'aurait peut-être rien dans la Constitution, ce qui veut dire que bon, rien n'est jamais gagné. En tout cas, c'est rentré en tant que liberté garantie aux femmes, et ce n'est pas un droit. Mais bon, ceci dit, c'est quand même dans la Constitution. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est justement ce qui a fait, bon, cette revendication-là, elle est ancienne, mais ce qui l'a fait rebondir, c'est en juin, il y a 2 ans, juin 2022, lorsque justement l'arrêt Roe and Wade, qui était l'arrêt qui autorisait l'avortement aux États-Unis depuis 1973, a été annulé par la Cour suprême des États-Unis. Donc maintenant, on voit que les femmes américaines vont à la frontière mexicaine, sont les Mexicaines qui, elles, ont le droit à l'avortement, qui leur passent les pilules abortives à travers les grillages, c'est-à-dire les murs, et marchent dans l'autre sens. Donc c'est assez... bon, après, je pense qu'on pourra, après, tout à l'heure en discussion, parler de la situation dans les autres pays du monde. Bon, donc moi, je pense que c'est un acquis, un très grand acquis qu'on a pu boire le champagne pour la constitutionnalisation, et que l'autre chose qui est importante, c'est que je pense qu'un droit acquis n'est jamais acquis pour toujours. Ça, c'est, tout le monde le dit, les féministes, et Simone de Beauvoir, c'est ce qu'il avait bien dit à l'époque, c'est-à-dire qu'un droit, il faut toujours se battre pour lui. Et comme disait justement Karman, qui avait mis au point, qui est un Américain en fait, on discutait de ça l'autre fois, un des slogans importants de la méthode Karman, c'était « on ne mendie pas à juste droit, on se bat pour lui ». Donc, rapport d'ailleurs à cette histoire-là, il y a un film qui vient de sortir, enfin qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Annie Colère, dans lequel c'est Laure Calamy qui joue, sur justement redonner sa place à la méthode Karman et au rôle qu'elle a joué dans l'accélération du vote de la loi Veil. Là, je ne vais peut-être pas reprendre, bon, après, si vous voulez, dans la discussion, tout l'historique de l'avortement depuis 1920, etc., la loi de 1920, bon, il faut quand même savoir que l'avortement était toujours
était donc sous le coup criminalisée sous le coup de l'article 317 du Code pénal sous Napoléon 1810, donc qui rendait l'avortement comme un crime pour les avortés, les avorteuses et tous ceux qui pouvaient se compromettre avec l'avortement. Alors que la Révolution avait autorisé. C'est ça. Ça a duré peu de temps. C'est ça. Donc ça, c'est 1810. Donc après, il y a eu la loi de 1920, 1923, bon, on peut en parler. Mais il faut quand même savoir que après, la seule fois dans l'histoire où une femme a été guillotinée pour avoir avorté, c'est quand même pour crime contre la sûreté de l'État, 1943, sous Pétain. Marie-Louise Giraud, qui a donc été guillotinée comme avorteuse, c'est quand même Pétain qui a donné cet ordre-là. L'autre chose importante que je voulais dire, c'est que alors que la loi Veil a été votée, qu'il y a eu toutes les évolutions depuis, il faut quand même savoir que cet article 317 du Code pénal, contre lequel on s'est toujours battu depuis les années 70, etc., il n'a été abrogé qu'en 1992, en 1993, au moment où a été mis en place un nouveau Code pénal, en 92. Donc ça veut dire que bon, il n'était plus appliqué, mais il était toujours là. Hein, donc c'est quand même, il faut dire quand même la longueur de temps et comment les choses, pourquoi il ne faut jamais baisser les bras. Donc en fait, pour revenir là plus récemment, reprendre ce qu'on disait, donc en fait, il y a eu, moi je pense qu'en fait, bon, ce sont les luttes qui mènent, et ce sont souvent les luttes, c'est-à-dire que le droit des femmes, c'est un droit fondamental, c'est vraiment un combat féministe, mais c'est un droit politique. C'est-à-dire que l'avancée du droit des femmes, c'est à chaque fois fait dans les mouvements sociaux, les mouvements politiques. Je veux dire, dans les années 70, il y avait donc les mouvements de décolonisation, il y a eu la guerre du Vietnam qui en fait partie, il y a eu la lutte pour les droits civiques aux États-Unis pour les Noirs, et il y a eu ce mouvement des femmes qui est né au milieu de tout ça. Donc le MLF, le mouvement des femmes aux États-Unis, puis le MLF dans pas mal de pays d'Europe, donc notamment en France. Je crois que ce mouvement-là, il était quand même très important. Et donc dans la foulée de tous ces mouvements-là, on est quand même arrivé, donc mai 68 quand même, qui a été un moment important. Les femmes, elles n'avaient pas vraiment leur place, je veux dire, elles servaient un peu quand même de boniche en mai 68, même si elles avaient des revendications qu'il y avait le MLF, dans les mouvements, dans les partis du mouvement ouvrier, tous, la femme, il faut quand même se rappeler qu'elle était quand même plutôt à faire les sandwichs et un peu à fermer sa gueule qu'à être en tête, même si elles ont lutté, comme dans la guerre d'Algérie, comme dans plein de luttes au niveau mondial. Donc en fait, du coup, avec tout ça, on est arrivé quand même en 67 à la loi Neuwirth, qui donc autorisait la contraception. Parce qu'il faut savoir que c'était aussi pénalisé. C'est-à-dire dans la loi donc, de 1920, c'était une loi qui disons, condamnait la propagande pour l'avortement et la propagande et la diffusion des moyens anticonceptionnels. Donc la loi Neuwirth en 67. Et donc l'autre idée que je voulais dire, c'est que à chaque fois que les femmes, donc 67, la loi Neuwirth, le droit à la contraception, 75, la loi 74, et son application au truc, la loi Veil pour le droit à l'avortement, à chaque fois, les droits, citoyens, politiques des femmes progressent. Donc en 65, en 67, la loi Neuwirth pour la contraception, et donc en 65, les femmes ont le droit de faire des chèques, de travailler sans l'avis de leur mari, c'est quand même 65, donc c'est comme hier, et d'ouvrir un compte. Et donc c'est des mouvements. En 75, le droit à l'IVG, la loi Veil, et les femmes peuvent divorcer par consentement, enfin le droit, maintenant on peut divorcer, les femmes peuvent divorcer par consentement mutuel. Donc je veux dire, à chaque fois, il faut voir qu'à chaque fois, la truc fondamentale, c'est le droit des femmes à disposer de leur corps, et que ça initie beaucoup d'autres droits. C'est pour ça que je pense que ça peut être une discussion, que cette question-là, elle est éminemment politique. Et c'est valable ici. On peut après bifurquer sur la question de l'Iran. C'est pareil, le droit ou pas de mettre le voile, le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est aussi une question éminemment politique. Voilà. On peut préciser une chose, à ce moment-là, quand l'IVG est autorisé, on ne meurt plus. On meurt moins, c'est ça que je voulais dire. On meurt moins. Et donc, c'est vrai que par rapport à ça, justement, je lisais récemment un article sur l'histoire du droit à l'IVG, etc. Et avec justement un chiffre qui était donné sur une réduction vraiment drastique du nombre de femmes qui mouraient pendant ou suite à un avortement
avant 1975, donc même à partir du début des années 70 en France, justement parce que il y avait déjà eu tout un travail qui avait été fait aussi d'information, diffusion de la méthode Karman aussi, même si c'était au départ fait clandestinement dans l'illégalité. Et donc les changements dans la loi ont certes entériné ça et amélioré encore, je pense, après l'accès à l'IVG, mais c'est déjà des choses qui avaient été en partie améliorées en fait par les luttes féministes. Ouais. Et donc c'est vrai que la méthode Karman, ça a été super important, c'est-à-dire ce sont des médecins qui se sont formés. Non, c'est ça. Donc en fait, il y a des médecins effectivement qui se sont formés. Donc c'est-à-dire que, et ces médecins-là, avec Simone Yves, qui était la présidente du planning familial parisien, et Jeannette Lahaut, qui était la vice-présidente de la CFDT, plus groupe Information Santé, où il y avait des médecins qui pratiquaient la méthode Karman, se sont unis et ont formé le MLAC, Mouvement pour la liberté, l'avortement et la contraception, en 1972. Et donc c'est là que, pour reprendre ce que tu disais, au niveau gouvernemental, Simone Veil, la ministre de la Santé, Poniatowski, c'était ministre de la Santé. De l'Intérieur. Poniatowski, c'était l'Intérieur. Oui, c'est parce que c'était la Santé, c'était. Parce que C'était je vais Simone dire une Veil. petite anecdote. C'était C'était Simone ministre de quoi C'est Simone Veil, Oui, ministre de mais la Santé. ministre Poniatowski, c'était ministre de quoi donc, De l'Intérieur. Giscard, c'est le ministre de l'Intérieur. L'Intérieur, Poniatowski. Donc c'est ça, c'est l'Intérieur. Mémoire. Donc en fait, donc c'est une méthode Karman, donc ça on pourra discuter par aspiration, qui est donc toujours d'ailleurs la méthode utilisée actuellement pour les IVG par aspiration, les IVG instrumentales en hôpital. Et donc en fait, ils se sont aperçus au gouvernement, Poniatowski, tout le monde, qu'en fait, la courbe d'IVG depuis 72, enfin de mortalité, de décès dû à l'IVG, comme tu disais, a baissé drastiquement. Et ils ont compris que c'était grâce à la méthode Karman, en grande partie. Puis effectivement, comme tu disais, une mobilisation féministe. Et donc là, donc c'est tout ça pour dire que, en fait, la loi Veil, c'est l'aboutissement des luttes, c'est l'aboutissement du combat du MLAC et des luttes féministes. Mais eux, dans leur tête, bon, même si Simone Veil, elle a eu un rôle important, ça, on ne peut pas l'enlever, c'est très important, mais c'est l'aboutissement de tout un processus, et qu'en fait, dans leur idée, dans l'idée des luttes, c'était un combat féministe. Dans l'idée du gouvernement, c'était une loi de santé publique, une loi sanitaire. Bon, tant mieux, parce que ça a permis de pouvoir libéraliser le droit à l'avortement. Mais c'était vraiment une loi sanitaire. Donc, comme on voit dans le film dont je parlais tout à l'heure à Nicolas, donc, ce que tu disais, l'important justement pour le MLAC, donc au moment à l'apogée du MLAC, il y avait 350 groupes en France. Donc, il y avait des médecins, il y avait aussi surtout une auto-formation, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui pratiquaient les IVG par aspiration qui n'étaient pas médecins. Donc il y a eu un formidable mouvement, il y avait ce qu'on s'appelait des groupes de self-help, comme aux États-Unis, un formidable mouvement, et on le voit vraiment dans le film, et c'est vraiment chouette, de solidarité, de courber ensemble, de s'écouter, de se soutenir, Et etc. pour relocaliser le propos que tu tiens, il faut savoir qu'est-ce que ça donnait concrètement, par exemple, dans la Somme. Dans la Somme, ça veut dire qu'il y avait un centre qui était à l'hôpital Nord, où des jeunes femmes qui n'étaient pas médecins ni infirmières sont venues, et c'était il fallait un chef de centre, directeur de centre. Un chef de centre, ça n'a jamais été bien défini, qui était en fait pas besoin d'être gynécologue, si bien qu'à Amiens, c'était le service couvert par dirigé par Messer Schmitt, voilà, chef de service, sous la responsabilité entre guillemets morale du patron de l'obstétrique, qui était Witz, qui était radicalement contre l'IVG, mais qui, devant la montée, les faits et tout, a joué le jeu. Et à partir de là, ça s'est développé, Saint-Charles, puis le centre Amiens, au CHU. Saint-Charles, avant rue Camille Desmoulins, par rue Montée, sans DG. Oui, c'est le nom de la rue. Camille Desmoulins. C'est ça, oui, Rue c'est la Lutulier, petite rue, c'est rue ça, rue Lutulier, Lutulier. Camille. Mais donc là, c'est le côté institutionnel, que le MLAC, justement, c'est pas du tout institutionnel, c'est une structure militante. Et donc le MLAC, pour eux, c'est très important, pour elles, de bien expliquer que c'était pas un mouvement clandestin,
que c'était un mouvement illégal. Donc ça, c'est toute la question qu'il faut discuter aussi, la désobéissance civile. C'est-à-dire le truc très important du MLAC, c'était ça. C'est-à-dire on ne se cache pas, et effectivement, ils ne se cachaient pas. Ils organisaient des voyages avec pub et tout, des femmes qui étaient hors délai. Enfin, pour vous, ça n'est même pas hors délai, parce que c'était illégal. Pour aller en Angleterre, etc., où l'avortement était légal. Et ça, Non, vas-y. dans le film Annie Colère, c'est super intéressant aussi. Je crois que le film se termine sur une scène où justement, après l'entrée en fait, dans la loi du droit à l'IVG, il y a tout un collectif de femmes en fait, qui faisait partie du MLAC qui se réunissent. Et en fait, on voit qu'il y a des avis qui sont vraiment variés en fait, dans la réception de cette entrée dans la loi du droit à l'IVG, parce que certaines militantes en fait, étaient inquiètes de la médicalisation et du fait que voilà, des connaissances qui étaient acquises en fait, par les femmes elles-mêmes pourraient leur être retirées et perdues. Et puis aussi, au départ, quand il y a eu l'entrée de l'IVG dans la loi, il n'y avait pas un remboursement pour tout le monde. Donc c'est vrai que même en termes d'accès, c'était pas garanti dès le début. C'était pas remboursé, en fait, ça coûtait un demi-SMIC. C'était un demi-SMIC. Donc c'est vrai que les femmes ont fait beaucoup, et les associations, des cagnottes, etc., pour pouvoir organiser les départs. Et donc je voulais juste finir un truc sur la loi sanitaire, c'est-à-dire que donc, le MLAC à un moment a fait, on le voit dans le film, un avortement, bon pas dehors, mais dans l'hôpital. Mais bon, les portes de l'hôpital étaient fermées, donc ça a eu un gros retentissement. Et donc Poniatowski, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, il est donc allé voir Simone Veil dans son bureau, puis il a dit bon maintenant il faut se dépêcher, parce que la prochaine fois, c'est dans ton bureau qu'ils vont venir le faire l'avortement. Et ça je crois qu'ils le disent dans le film. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour dire que c'est tout un processus. Donc je ne sais pas si on fait déjà un petit échange là-dessus. Bon, après on parle. Bon après c'est sûr que la loi Veil elle était insuffisante. Mais donc après, les luttes ont continué et à chaque fois, il y a des choses qui se sont jusqu'à la situation d'aujourd'hui, dont on pourra parler. Donc c'était pas remboursé, un demi-SMIC, c'était interdit. Donc les slogans de l'époque, c'était avortement libre et gratuit pour les mineurs et les immigrés, puisque les mineurs et les immigrés étaient exclus de ce droit. Il y avait un délai de réflexion de 7 jours. Il y avait un entretien psychologique obligatoire. Il y avait quand même dans la loi Veil la notion de détresse, bon ça a été pas trop respecté. Il fallait être en état de détresse pour pouvoir avoir droit à l'avortement. Et puis il y avait toujours, et c'était que jusqu'à 10 semaines de grossesse. Donc là, moi j'ai toujours, on a gagné 4 semaines en 50 ans. En Angleterre c'est 24 semaines, en Suède c'est 22 semaines, et je ne sais plus le troisième pays. Nous on a 14. Comment ? On est à 14 en France. Nous on a 14 semaines de grossesse, c'est-à-dire 16 Oui, semaines et d'aménorrhée. 16 semaines Donc ça veut dire qu'on a d'aménorrhée. gagné 4 semaines en 50 ans. Bon, on continue à ramener un peu. Donc là c'est pareil, il y a des débats aussi quoi, du coup, sur l'allongement. Et il y a eu effectivement, pour montrer quand même que le corps médical, il y a aussi la question de la double clause de conscience, on peut en parler aussi, que le corps médical, dans son nom, enfin, le corps médical est quand même assez en train de freiner les cas de fer, comme on pourrait dire. Parce que c'est vrai que ça a aussi posé un problème, l'allongement des délais. Pour l'allongement des délais, c'était une longue revendication, parce que c'est toujours plus loin, puisqu'en fait, ça se fait dans d'autres pays jusqu'à 6 mois et il n'y a pas plus de problème que ça. Après, c'est question, comme je disais tout à l'heure, d'être formé. Après, il faut la question des moyens, on en parlera aussi. Mais du coup, à force de digresser, je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je ne sais plus. Moi, je crois qu'à ce moment-ci de la soirée, ce qui est bien, ce serait qu'on revienne sur les aspects techniques. D'accord. Comment se passe une IVG par aspiration et comment se passe une IVG par médicament, en sachant que ce n'est pas parce qu'on est dans les délais qu'on va avoir forcément par comprimé. Parce qu'il y a des femmes qui préfèrent avoir une IVG par aspiration. Donc c'est un petit peu tout ça qu'Isabelle, vous allez nous décrire un petit peu. Ouais. Mais par médicament, il faut, je crois, c'est 7 semaines, 9 semaines d'aménorrhée, non, c'est ça. Donc voilà. Au-delà, on n'a plus le choix. C'est forcément instrumental. On est venu ça progressivement. Oui, 5, voilà. 7, 9. Après, il y a un débat entre 14 et 16 semaines. Avant de passer au côté technique, j'aurais voulu revenir juste 2-3 réflexions sur ce qui a été dit jusque maintenant, sur l'introduction.
La première, c'est notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Et souvent, plutôt que d'entendre droit à l'IVG, ça serait plus agréable à l'oreille d'entendre liberté à l'IVG. C'est ce La qui est liberté écrit de dans la chacun. C'est ce qui est écrit dans la Mais Constitution. nous, ça on qui est- considère que c'est quand même. C'est ce qui est écrit dans la une Constitution. Oui, mais que maintenant, j'ai entendu que droit à l'IVG ou droit à ceci, etc. C'est sceller la liberté. C'est la liberté garantie La liberté. à l'IVG pour les Alors, femmes, pour toutes les femmes. Oui. Et puis, dans l'introduction qu'a fait Patrick, bon, il a dit on est passé du crime au délit, du délit au juridique, du juridique. Et là, il s'est arrêté. Moi, je pense qu'il y a. Quand est-ce qu'on va passer aux pratiques? Parce que j'ai entendu, bon, comme tout le monde, moi, je suis ni médecin, ni légiste, ni juriste, ni femme, je suis juste un livre-penseur. Et lorsque j'ai entendu à la radio et à la télé, bon, on est dans ce droit-là est dans la Constitution, cette liberté est dans la Constitution. Mais est-ce qu'on a parlé des moyens? Aujourd'hui, j'ai entendu dire que des médecins qui acceptent de pratiquer l'IVG, entre 1500 et 2000 sur l'ensemble de la France, c'est extrêmement peu. Et des plannings familiales, il paraît qu'il n'y en a que quelques-uns, etc. Ça, c'est aucun. Ça ferme. Ça ferme et puis on ne donne pas d'argent. Donc, voilà. Et c'est ça qui m'interpelle surtout, c'est savoir quels moyens on va se donner pour appliquer cette loi. Alors justement, on va. En troisième partie, on va en parler parce qu'il y a d'autres juges fait un petit aparté. Ah oui, tu voulais parler? Oui, Arthur, attention, réponds, puis Arthur après. Comme tu veux. Donc juste, il y a une loi là, qui est passée, loi Gaillot, Albin Gaillot, en mars 2022, donc où il y a des choses qui sont programmées. Et donc là, justement, la bataille, c'est que dans la loi, ça passe dans la vraie vie. Donc ça, on peut en parler, je pense, à la fin, effectivement, Voilà. c'est une question fondamentale. C'est pour ça que La question des moyens, de l'accès, de la formation, et tout ça. les lois c'est bien, mais ce qui compte, c'est les décrets d'application. Oui, parce que Et l'application. Et l'application. en filigrane, il y a est-ce que le gouvernement a la volonté de. Voilà. Arthur. Ouais, moi c'était sur la question de cette liberté garantie qui me turlupine aussi, parce que moi je pense que vous, la libre pensée, la liberté, d'un point de vue philosophique et concret, c'est quelque chose à laquelle vous devez penser, mais on vit dans un monde qui est merveilleux de liberté. Enfin, vous avez tous la liberté de venir en Lamborghini à cette réunion, de repartir en hélicoptère. Mais du coup, c'est un peu la question que je me pose, c'est-à-dire la liberté telle qu'elle se pose par le libéralisme économique, pas philosophique. C'est quelque chose qui m'interpelle, puisque moi j'avais regardé un reportage que vous aviez diffusé. C'était vous, c'était Planning Familial, avec je ne sais plus quelle association de jeunes à la maison du colonel. C'était les croisés contre-attaque sur les. Ouais, c'est ça. Ou d'ailleurs, j'étais même assez surpris. C'était à la semaine féministe c'est au mois ça. de septembre. J'étais même assez surpris d'apprendre dans le documentaire que l'IVG c'était un droit en Pologne, c'était un droit en Italie. Et que. Enfin, c'est un droit. C'était une liberté garantie, probablement. Et du coup voilà, c'est ça qui me questionne. Je pense qu'on a bien fait dans la séquence, tout l'arc républicain, on va dire politique, c'est félicité de l'inscription dans la Constitution. Je pense qu'on a bien fait, parce qu'on a besoin symboliquement de victoire, on a besoin de choses, surtout en ce moment, de choses auxquelles s'accrocher. Mais c'est vrai qu'il y a ce danger-là, quoi. C'est-à-dire le danger un peu de ces réseaux de lobby, de publicitaires qui viennent de l'Église ou qui viennent simplement de camps actionnaires divers. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Là, on a marqué une victoire dans les têtes, espérons, mais concrètement, je me posais la question un peu dans le droit, justement, ça veut dire quoi garantie? C'est ça qui est une question. Elle est où la garantie? Et puis c'est vrai que dans les débats qu'il y a eu, j'avais entendu, pareil à la radio, au moment des débats concernant la constitutionnalisation, qui avait en fait cette question de la double clause de conscience qui avait été évoquée, et qu'en fait énormément de personnes avaient vraiment freiné sur cette question-là en disant nous on ne votera pas s'il y a quelque chose là-dessus, si c'est enlevé, si c'est modifié. Et donc c'est vrai que de manière effective,
il y a tout un tas de choses qui constituent des freins, qui existent et sur lesquels ça risque d'être un peu... il y a encore du travail à faire. Ça change. On vient d'utiliser le terme de double clause de conscience. À chaque fois, on nous dit mais c'est quoi? Voilà. Alors, bonne fois pour toutes, expliquons bien ce qu'est cette double clause de conscience. Donc la double clause de conscience, c'est qu'il faut savoir que les médecins et les sages-femmes, pas les pharmaciens, donc eux, ils doivent faire, par exemple, si elle vient, qu'elle demande une pilule qu'on peut avoir maintenant sous 26 ans sans ordonnance gratuitement, il doit la donner. Sinon, c'est passible. Ça, c'est important de savoir. Hein. Ils n'ont pas de clause de conscience, donc ils sont hors la loi, si on parle clairement. Même si dans les faits, oui, mais c'est important de le savoir parce qu'ils sont hors la loi complètement. Donc l'histoire de la double clause de conscience. Déjà, les médecins et les sages-femmes, surtout les médecins qui s'en servent, ils ont une clause de conscience, c'est-à-dire qu'ils peuvent refuser de soigner un patient, X ou Y pour telle ou telle pathologie, mais à condition de l'envoyer à quelqu'un d'autre, à un autre praticien. Donc ça, c'est la double conscience, la clause de conscience. Mais pour le seul acte qui est l'IVG, il y a une deuxième clause de conscience qui se rajoute à la première. Donc ça montre bien comment on essaye. Donc ça, c'est tous les mouvements. C'est quoi la deuxième? La double conscience, ça veut dire que le médecin, le praticien ou la sage-femme, le médecin peut dire clairement, il peut refuser, pas parce que, je sais pas, pour l'IVG. Ouais. Mais en fait, c'est complètement dingue, parce que pourquoi une deuxième quand on a déjà une première? Et ça, en fait, ça montre bien que l'avortement est un droit à part, est un soin à part, et qu'ils veulent vraiment verrouiller de partout. Bon, dans les faits, ça ne change pas grand-chose, parce qu'il y a déjà la première, la deuxième. Et symboliquement, justement, ça vraiment, c'est le seul acte, alors que c'est un des actes les plus simples, avec lequel, surtout avec tout ce qu'on fait maintenant, l'IVG médicamenteuse par aspiration, etc., où il y a où il y a vraiment pas de problème, quoi. Après, aucun acte médical, même une petite suture, n'est sans danger. Et je veux dire, franchement, donc c'est mis comme un acte à part. Voilà. Et donc après, c'est le verrou. Et donc c'est pareil, même dans la double clause de conscience, quand quand le médecin voit une femme qui refuse de lui faire l'IVG, en invoquant sa clause de conscience, il doit l'adresser à quelqu'un d'autre. Ça, s'il ne le fait pas, c'est hors la loi aussi. Là, c'est dans la loi, c'est une obligation. Donc il peut être condamné. Bien sûr. François. Oui, je voudrais préciser un peu les choses sur l'entrée de l'IVG dans la Constitution. Alors, il faut être précis. En fait, moi, je suis allé voir l'article 34, où il y a eu 2 lignes rajoutées. Hein, l'article 34, c'est tout ça, parle de la sécurité sociale, des droits des fonctionnaires, etc. Et il y a 2 lignes où c'est écrit comme ça. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Ça veut dire qu'au niveau de la loi, il n'y a rien qui change. Et la loi peut aussi changer dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, même avec ce qui est inscrit dans la Constitution, si un jour un pouvoir politique a la majorité pour restreindre le droit à l'avortement à 12 semaines ou 10 semaines au lieu de 14 semaines, il a la possibilité de le faire. Parce que c'est la loi qui détermine les conditions dans lesquelles la liberté garantie à l'IVG est exercée. Voilà. Donc, moi, je crois que moi, je partage ce que tu as dit en disant que c'est plus une victoire symbolique, mais c'est une victoire quand même. J'avoue que c'est une victoire, c'est bien. Ça veut dire qu'en France, sauf si on change la Constitution, on ne peut plus interdire complètement le droit à l'IVG. Ça, ce serait anticonstitutionnel. Mais on peut le restreindre. On peut l'améliorer, on peut le restreindre. Et c'est vrai qu'au niveau des moyens, ça donne aucun moyen supplémentaire garanti. Là-dessus, voilà. Mais c'est un progrès. Vas-y. Mais donc, moi, avant de continuer les débats, je voulais revenir vraiment sur la nécessité absolue de continuer à se battre pour le droit à l'IVG, la liberté à l'IVG. Parce que moi, entre guillemets, c'est un non-dit chez moi. C'était un non-dit chez moi, mais je pense que ma mère a subi une IVG clandestine. J'avais 2 à 8 ans, dans les années, c'était en 1967. Un matin, je me suis levé, ma maman n'était plus là. Elle était partie à l'hôpital, il y avait du sang dans sa chambre.
personne t'a rien expliqué. Attendez 2 secondes. Elle s'en est sortie, ta mère. Oui, oui. Ouais. D'accord. Et toi, tu penses vraiment, ouais. Oui, ça n'a jamais été dit vraiment. Personne n'a jamais rien dit. Mais comment Ça. J'ai appris que après ma maman était partie à l'hôpital à Rouen à l'époque. Ouais. T'habitais C'était où sur Amiens? dans un miroir. Et j'étais pas sûre qu'elle me sentait. Donc, j'ai pas C'est bien la preuve qu'une IVG 1967. en Non, 1967. et puis tout le temps qui a passé, qui n'a pas guéri la blessure. Et donc, quand elle est rentrée, après, moi dans ma tête, c'est au moins 1 mois et demi. Ouais. Elle était, bon, on me connaît ça, quoi. Elle a fait failli mourir. Et ça s'est passé donc, dans la nuit, je ne sais pas avec qui. C'est des gens du village qui sont venus, qui ont dû se réunir pour pratiquer cette IVG. Ouais. J'ai jamais su. Ouais. Mon père n'a jamais parlé de maman. C'est ça, hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste quand même, heureusement, c'est plus comme ce que tu as pu vivre avec ta mère. Et c'est vrai que c'est un... j'avais des doutes parce que après j'ai vu, je ne sais pas si c'est un nom qui m'est resté, Noracycline. Ça devait Oui, être... c'est un antibiotique. Voilà. Par rapport aux infections, voilà. c'est pour ça qu'elle a été hospitalisée après. Parce que les risques, c'était les septicémies, aussi mourir, les septicémies, Oui, elle était, les embolies d'après ce que pulmonaires. j'ai su, elle était dans un miroir. Oui, c'est ça. Ouais. Faire une septicémie ou quelque chose de mal. Voilà. Exactement. Je voulais quand même témoigner pour dire que... Vas-y, Fred. Justement, je profitais de l'émotion de ton témoignage pour dire que l'avortement, évidemment, ça a été dit en introduction, ça concerne beaucoup la vie de la femme, c'est une étape dans sa vie, mais c'est un sujet sociétal avant toute chose, ça nous remue tous. Tout individu au sein de cette assemblée, dans la société, peut être touché par ça, soit au titre effectivement d'un lien familial, puisque tu étais petit à l'époque, mais dans la vie aussi des hommes, il faut faire aussi la révolution. Et c'est là qu'on j'arrive au combat féministe, puisque entre guillemets, le droit à l'IVG, ça fait partie de tout ça, mais ça doit concerner les hommes. Les hommes doivent aussi accompagner ça et pas en faire un problème de femme qui serait règle entre elle et le praticien. Le praticien qui peut, en tant qu'homme par exemple, dire qu'il a une clause de moralité, enfin voilà. Non, là c'est vraiment aussi, il faut voir l'étape d'accompagnement. J'ai cette image-là, qui est une image basique, hein, de ces hommes qui accompagnent leur compagne se faire avorter, qui avancent l'argent pour pouvoir faire l'avortement, ça se parle des années 70. Hein. Mais là, je parle vraiment de la prise de conscience. C'est vraiment pas seulement, ah ben oui, c'est un mal nécessaire, c'est quelque chose, mais là où vraiment eux font partie intégrante de... Même pas forcément à égalité, puisque la femme, elle ne peut pas dire ce qu'elle vit à ce moment-là, et ce que ça représente pour elle. Mais là, je reprends ce que tu dis, voilà. En tant que petit enfant, ça t'a senti la mise en danger. Dans la pratique, on est amené, on est amené à constater qu'il y a très peu d'hommes qui accompagnent leur compagne. C'est vrai que quand on discute avec des femmes qui vivent des IVG, la plupart du temps, elles y vont avec une amie, avec une sœur, et c'est des choses qui restent beaucoup entre femmes en fait. Vas-y. Tu disais au début qu'on avait tous dans notre entourage 2 ou 3 femmes. 1 sur 3. Ouais. Ah, c'est ça, c'est ce que tu disais 1 au début. sur 3. Et donc, la réalité. Donc. Et bon, heureusement, ma mère s'en est sortie. Elle est décédée l'an dernier, à 95 ans. Donc, ça s'est bien passé pour elle. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours eu ce non-dit. C'est ça. Donc, vas-y. Oui, non, mais vas-y. Non, vas-y. Je parlais beaucoup. En fait, je voulais rebondir justement sur le fait d'en parler. Parce que c'est vrai que l'avortement, voilà, maintenant c'est une loi, et c'est très bien. Mais moi j'ai discuté avec quelques jeunes femmes qui ont avorté, et en fait c'est toujours aussi difficile d'en parler. C'est toujours aussi difficile d'en parler parce que, en fait, on leur demande toujours de se justifier.
et pourquoi tu veux avorter? Et en fait, pourquoi tu veux avorter? Voilà, il faut trouver une raison, parce que je suis célibataire, parce que je suis en train de faire mes études, et puis non, c'est pas le moment d'avoir un enfant. Et je trouve ça déplacé, en fait. On n'a pas à justifier. En fait, il y a toujours... c'est devenu un droit, c'est une loi, mais on fait toujours culpabiliser les femmes. Et ça, c'est... Et moi, encore une fois, j'ai parlé de plusieurs jeunes femmes, dont ma fille, qui a 28 ans et qui a avorté l'année dernière. Elle est médecin. Et c'est un choix, mais il faut toujours se justifier. Et il y a toujours cette face... Oui, on avorte, c'est un droit, mais on culpabilise quand même. Et ça, c'est une grande souffrance pour les femmes. Parce qu'elles ont le droit de le faire, mais psychologiquement et affectivement, c'est très... Avant de passer la parole, attendez, non. Je peux finir là-dessus? Non, moi je dirais après, moi. Tu dis que c'est une grande souffrance pour la femme, mais c'est aussi une grande souffrance pour l'entourage quand même. Oui, donc... Moi, ma fille a avorté, c'était compliqué pour moi aussi. Voilà. Et moi, mon père n'a jamais rien dit. Mon père, c'était un petit cultivateur. Quand ma mère était partie à l'hôpital, il ne l'a vue qu'une fois parce qu'on n'avait pas de voiture. Il s'est fait emmener par un voisin pour aller la voir. Et il a continué son travail de la ferme comme si de rien n'était. Et pour nous, ma mère était malade. Oui, voilà, ça c'est... Voilà, en fait, plus que l'IVG en lui-même, ce qui fait que ça peut être un événement traumatique, c'est quand c'est fait dans des conditions qui font que c'est pas sécuritaire en fait pour les femmes. Voilà. L'IVG en lui-même peut être un acte en fait simple et oui, mais au niveau sociétal. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au niveau légal, on a le droit d'avorter, mais au niveau sociétal, il y a toujours cette culpabilité vis-à-vis des femmes. Et moi, je rapproche ça un peu, en fait, avec le sida. En fait, tout ce qui a autour du sexe, quelque part, il y a une culpabilité. C'est-à-dire que, oui, t'avortes, mais enfin, fallait quand même faire attention. Puis oui, t'as le sida, t'es séropositif, mais fallait faire attention. Et en fait, il y a une culpabilité et c'est nauséabond. Ça, c'est quand même le produit des morales, entre autres, chez nous, c'est ça, judéo-chrétienne. Et c'est pour ça que derrière, les anti-choix, ils continuent tout le temps. Et eux, c'est ça. Là, par exemple, ils sont dans leurs 40 jours pour le carême. Bon. Au moment du vote pour la Constitution, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux? Ils ont envoyé des lettres à tous les sénateurs avec des petits embryons en silicone. Non mais c'est ça le problème. Bon, voilà, donc c'est un peu... Donc voilà, parce que le combat, c'est aussi un combat, c'est vrai, de changer les mentalités. Et de toute façon, voilà. Et parce qu'en fait, moi, quand je vois des patientes, je leur dis, c'est simple en fait. C'est votre choix, puisque c'est votre choix, il est bon. Et je veux dire, franchement, ça serait beaucoup plus simple. Bon, là, je comprends par rapport à tout ce qui s'est passé avant, mais maintenant, ça peut être fait simplement. Bien sûr. C'est pris en charge. Il y a des manques de moyens, il y a des trucs, mais bon, je veux dire, voilà. Mais les mentalités n'ont pas changé. C'est ça qui est... Un peu quand même. Le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit vraiment considéré comme un acte. Ce que j'ai dit au début, c'est pour ça que j'ai dit ça, parce que c'est très important, que dans notre psyché générale, c'est un acte comme un autre. Et c'est ça ce combat-là. Et ça, c'est un combat effectivement idéologique, de société, de mode de pensée, il y a du boulot. Et c'est pour ça, justement, le truc, les croisés contre-attaque, qu'il faut vraiment se dire que ceux-là en face, nous, on les appelle les anti-choix, on les appelle pas les pro-life, parce que nous aussi, on est pour la vie. En tout cas, les anti-choix, ceux-là, ils travaillent sur tous ces ressorts-là, sur tous ces trucs-là. Et donc, ils font des plateformes. Donc maintenant, heureusement, grâce à des lois qui ont été votées, notamment Najat Vallaud-Belkacem, ils sont plus en premier. Mais quand vous tapez IVG, c'est en premier. Et donc, ils sont encore maintenant, ils sont plus en premier. Mais ils sont quand même là. Et eux, c'est le discours. Et puis, on va vous aider, etc. Ils sont très, très malins. Et ils sont, on peut pas parler, ils sont partout. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans les UDAF. Par exemple, sur la question pour les hôpitaux du droit à mourir. Parce que là aussi, c'est aussi leur cheval de bataille. Avant de repasser la parole à Isabelle, qui va nous reparler un petit peu de l'entretien, de ce qui ça a été, ce que c'est devenu, c'est parce que c'est ça. Il se passait des choses pendant cet entretien-là. Alors, c'est une bonne chose que ça ne soit plus obligatoire, mais comment mener ça rejoint un peu la discussion de l'accompagnement. Ouais. Voilà. Michel.
C'est juste une petite réflexion. Au niveau de la longueur de la lutte, je rappelle simplement qu'on a mis 20 siècles pour passer de la loi du talion à la suppression de la peine de mort. Donc, et encore, c'est pas partout. Et c'est pas partout. et puis, L'IVG non plus, hein, c'est pas partout. j'avais une question à poser, mais on n'a pas répondu en partie. C'était quel est le poids des 20 siècles de tradition judéo-chrétienne qui pèsent sur la société. Bien sûr. Faut pas oublier, comme tu as dit, il y a les curés, les membres de l'Église qui sont toujours à l'affût pour empêcher. Et puis, mais en même temps, ils interdisent le port du préservatif, etc. Voilà. Parce que ça, c'est l'idée que la femme, en fait, le corps de la femme, il est fait pour procréer, parce que c'est ça fondamentalement, et dans toutes les religions. Le corps de la femme, il n'est pas, c'est pas, ça peut pas être lié avec le plaisir. Il y a un combat légal et un combat idéologique. Dans l'histoire du combat sur l'IVG, il y a quand même une deuxième raison pour laquelle l'IVG était interdite, c'était les politiques natalistes des pays. Par exemple, avant la Première Guerre mondiale, la France avait une politique en faveur de la natalité, oppressive, parce qu'il y avait l'Allemagne qui était l'ennemi déclaré de la France avant la Première Guerre mondiale, et en Allemagne, il y avait une natalité beaucoup plus forte. Donc c'était aussi, parce qu'on parlait déjà un peu, puisque c'est le premier pays qui a mis en place le droit à l'IVG, c'est la Russie de Lénine, en 1910, non, 20. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, Poutine, qui a besoin de chair à canon pour mener ses guerres, il a une politique pro-natalité et qui dit que ce ne serait pas un pays qui remettrait aussi en cause le droit à l'IVG à cause de ça. Et après, le président Macron, c'est ce que j'allais dire. Le réarmement démographique, il n'y a pas besoin d'aller chez les populistes. Macron, il l'a dit, là c'est l'Ukraine, machin, la Russie, et donc il a dit le réarmement démographique. Ça veut dire qu'à chaque fois, le corps des femmes, il est utilisé à des visées politiques, soit que ce sont des luttes politiques. Oui, dans ce domaine, on a tout à l'heure, Isabelle a parlé de cette femme qui a été guillotinée sous Pétain. Il faut savoir qu'en 1947, il y a eu plus de condamnations de poursuites contre les femmes qui ont pratiqué les IVG que sous Pétain. Il y a eu... Alors, faisons un peu... Toi, tu as demandé la parole. Moi, j'avais une question, je voulais savoir la formation des futurs médecins. Donc ça, on en parle après sur les... Oui, on revient sur... Parce que ça, c'est toute la question. Attendez, on enchaîne maintenant. Deux secondes. Je voudrais revenir sur l'histoire de l'entretien. Quelques mots sur... Oui, mais l'entretien, ça fait partie, ça. Ça fait partie. Bon. Donc l'entretien, il a été supprimé, je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça a un caractère obligatoire, et ça recoupe, moi, l'idée que je pense, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va se faire avorter qu'on est malheureuse. Et moi, je vais vous dire, pour les femmes que je vois, c'est pas d'avorter qui leur pose un problème, c'est de pouvoir le faire. Donc la question de la formation, de l'accès, c'est ça. Et en fait, elles sont vachement contentes et libérées, puisque là, on peut le faire dans des conditions quand même quasiment pas traumatisant, etc. Après, son vécu personnel, chacun a un vécu personnel, une histoire personnelle. Mais je veux dire, c'est pour ça, moi, l'idée de simplifier, c'est ça. Donc moi, je pense que c'est très bien qu'il n'y ait pas de truc obligatoire. Et moi, c'est vrai, quand je vois, pour parler de mon expérience, quand je vois une patiente, je sens, si je vois, ça va, c'est cool et tout, mais si je vois que, voilà, il y a un petit truc, je lui donne les coordonnées de conseillère conjugale familiale qui est vachement bien, avec qui je travaille, qui va la recevoir de façon, en centre de santé, donc il n'y a pas d'avance d'argent, il n'y a pas de... Voilà, pour pouvoir dialoguer, parce que je me dis, donc je lui dis, est-ce que, voilà, donc je pense que c'est tout, ça doit être adapté à chaque personne, comme pour n'importe quelle chose, une annonce de cancer, c'est pareil, c'est pas selon la personne, ça va être fait différemment, voilà. Mais je pense que le caractère obligatoire... Les études médicales n'offrent pas une possibilité de formation. Alors, les études médicales, comme chez les sages-femmes, comme chez les médecins, il y a, on va dire, 2 heures. Pardon ? Il y a 2 heures, quoi. 2 heures. Et c'est pas du tout un sujet. Donc ça n'a pas changé depuis 1965. Ça n'a pas vraiment changé. Ça n'a pas vraiment changé en réalité. Mais après, je sais pas si on lance là-dessus, mais c'est aussi le problème. Mais après, c'est aussi un truc sociétal aussi. Alors, on va revenir. Alors, c'est fini, ça. On parle dans tous les sens. Là, voilà. On recentre bien et ça suit bien son cours, parce qu'on en arrive à la technique, aux techniques. Parce que les techniques, c'est pas simplement un truc d'étudiant ou de tout livre, de 12
blanche, ça conditionne aussi l'émotivité des femmes, être assuré, être respecté. Bon, alors à ce niveau-là, il faut connaître, pour nous surtout, il faut que les médecins et ceux qui vont pratiquer, donc aussi les sages-femmes, etc., connaissent bien les techniques. Et ça rejoint c'est sûr que s'il y avait plusieurs heures avec des stages pour la formation, on améliorerait. Mais voilà. Alors, il faudrait que ce soit valorisé. Voilà. Parce que c'est pas valorisé. Comment on fait? Alors, donc il y a deux types d'IVG. Voilà. C'est ça que tu veux. Voilà. Donc il y a l'IVG médicamenteuse, on va vous expliquer si vous voulez, et l'IVG par aspiration. Donc les délais, en fait, on peut faire l'IVG médicamenteuse en cabinet de ville, chez on va dire avec les médecins, parce que les sages-femmes, oui, les sages-femmes aussi. On peut faire l'IVG médicamenteuse jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, ça veut dire 7 semaines de grossesse. On peut le faire en ville, donc en ville, on peut le faire en ville depuis 2004. En fait, la loi Aubry 2001, les décrets d'application, ils ont mis quand même 3 ans, pareil. Comme par hasard, c'est comme un des rares trucs, c'est toujours le même débat. Donc l'IVG médicamenteuse jusqu'à 7 semaines de grossesse, mais 9 semaines d'aménorrhée. Et ensuite, donc allongement depuis 2022. Donc il y a eu un premier allongement à cause du Covid, parce que l'accès était compliqué, parce qu'on pouvait aller nulle part, on ne pouvait pas aller dans les hôpitaux. Donc ça a été allongé de 2 semaines, c'est-à-dire jusqu'à 7 semaines de grossesse pendant le Covid. C'est redescendu à 5 semaines de grossesse. Et avec la loi de 2022, l'allongement des délais a été remis, et donc maintenant c'est bon. Donc 7 semaines de grossesse, ça veut dire 9 semaines d'aménorrhée l'IVG médicamenteuse, et l'IVG par aspiration méthode Karman, avec ou sans anesthésie générale, normalement c'est au choix de la femme, en général c'est fait avec anesthésie générale, sans qu'elle ait vraiment son choix, c'est jusqu'à 14 semaines de grossesse, ça veut dire 16 semaines d'aménorrhée. Donc on a gagné 2 semaines pour la médicamenteuse et pour l'instrumentale. Et après, ces 2 semaines, c'est qu'en centre, c'est qu'en milieu hospitalier. Ces 2 semaines d'allongement, normalement, ça devrait être appliqué partout, mais en fait, c'est pas forcément toujours le cas. Donc là, on rentre dans un débat. Ça, et quel est le pays où c'est l'Angleterre. L'Angleterre, c'est combien? 24 semaines. 24 semaines. Excusez-moi, vous pouvez préciser ce que vous sous-entendez à propos de l'application à géométrie variable suivant les endroits? En fait, peut-être qu'Isabelle, tu pourras compléter ce que je dis. Il y a des endroits où, en fait, en prenant je pense que c'est des prétextes de techniques, en disant on n'a pas la technique appropriée pour faire des IVG dans ces délais-là, donc on ne les fait pas. Alors qu'en fait, je pense que la technique ne doit pas changer tant que ça. Elle change, mais ils ont fait le même discours quand c'est passé de 10 à 12 semaines. Donc en 2000, je ne sais plus, mais je connais ma tête a commencé à tambouiller, c'est ça, en 2000, quand c'est passé de 10 à 12 semaines de grossesse, 14 semaines de 10 à 12 semaines de grossesse, c'était les mêmes discours. C'était on n'a pas la technique, on ne sait pas comment. Les Anglais, en Angleterre, c'est jusqu'à 24 semaines. Donc les techniques, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est une question. Qui dit ça? En fait, c'est où? Par exemple, le professeur Nizan. Le professeur Nizan, c'est le président du Conseil national des gynéco-obstétriciens français. Donc lui, en plus, il a fait un peu comme les anti-choix, pour dire. C'est-à-dire qu'il a commencé à dire oui, on dilacère le fœtus, on lui écrase les os et tout. Oui, mais de toute façon, un avortement, oui, de toute façon, oui, d'accord. Et ça, on le sait, c'est pas une nouveauté. Donc, en faisant tout un tas de discours un peu anti-choix. C'est pour ça que derrière ce que tu viens de dire, oui, il y a le prétexte. Ça veut dire qu'il y a quand même tout le temps il y a une approche philosophique. Une approche philosophique, il faut bien se le dire, ça. À partir du moment où tu considères que quand, par exemple, j'ai aspiré et déstocké des fœtus, je n'ai pas tué un gosse. C'est ça, il y a tout. Donc, mais ça, pour ça, il faut une démarche. Par exemple, y compris, moi j'étais d'une famille catholique, ouverte et des trucs, mais famille catholique. Bon, je me suis posé des questions, je suis pas le mec à me poser des questions pendant des années, mais je me les suis posées. Et je comprends qu'on s'interroge. Et là, on n'est pas dans le technique, on n'est pas dans le juridique, on est dans le philosophique.
dans l'éthique, et l'éthique étant un aspect de la philosophie. Mais nous, en France, l'embryon et le fœtus n'ont pas le statut de personne. Voilà. Ça, c'est dans la loi. Donc nous, c'est tout. Après, on peut discuter jusqu'à ce que l'on s'en suive. Mais c'est parce qu'il y a eu, au niveau de la société, il y a eu une évolution. La philosophie, elle s'incarne au quotidien dans les bistrots. Je veux dire. Si on a pu avancer sur cette question, c'est parce que philosophiquement, même sans s'en rendre compte, les gens ont assimilé que ce n'était pas un crime. Sinon la législation n'aurait pas suivi. Mais il y a encore des gens qui pensent le contraire. Bien sûr. C'est pour ça que la loi elle est très 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 importante et qu'il faut continuer à se battre pour que majoritairement, comme ça, majoritairement, on va dans le bon sens. Oui, oui, bon. oui, bah oui. Mais si je peux préciser sur le crime et le délit, hein, parce que la coupure a été faite en 1923. Et en fait, quand le pouvoir a institué que l'avortement ne serait plus un crime et un délit, c'était parce que, avant, c'était en cour d'assises que c'était jugé, il y avait un jury populaire et le pouvoir trouvait que c'était trop laxiste. Donc, de faire en sorte de le mettre en tribunal correctionnel, en correctionnel, là ce sont des juges professionnels, même si les peines étaient moins lourdes, il y avait plus de condamnations. Hein, donc, c'était pas vraiment un progrès à l'origine, c'était pas un progrès, c'était pour durcir les condamnations. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la parenthèse du régime de Vichy, là c'est redevenu un crime puisqu'on a décapité. En général, c'est en cour d'assises qu'on condamne à mort. Vas-y, Michel. Je voudrais poser une question, sans soulever le problème de savoir si un embryon ou un fœtus est vivant ou pas. Est-ce qu'on sait à partir de quel moment un embryon ou un fœtus est capable de souffrir? Souffrir, c'est compliqué. Il y a un truc j'ai lu, mais attends, je ne me rappelle plus ce que je discutais, parce que je ne sais pas du tout. Il y a une date. Je l'ai quelque part, mais il faut que je fouille dans mes feuilles. C'est pas un truc vraiment dont je parle forcément. Il faut que je fouille dans mes feuilles. Peut-être que si vous connaissez la réponse à cette question, à partir de quel moment de grossesse une femme qui accouche a un enfant qui est viable? À partir de 6 mois. 6 mois, donc on a le temps. Pas 6 mois. Viable, il n'est pas mature au niveau. Oui, il n'est pas mature. Il est prématuré. Ah oui, c'est un risque. En plus, à 6 mois, il faut faire mais avant, et encore à 6 mois, il va rester un temps néonat, quelques mois quand même. Mais il n'y a pas quelque chose à 6 mois. Que l'enfant ne survive pas. Oui, voilà. Vas-y. Est-ce que je peux intervenir peut-être pour vous choquer, mais bon, je suis absolument pour la liberté de la femme, évidemment, et je suis absolument aussi pour la liberté, ou plutôt le droit à l'avortement. Mais dès qu'on prend le problème d'un point de vue philosophique, même si on n'est pas chrétien, même si on n'est pas croyant, il y a évidemment un problème. Parce que ce soit un embryon ou un fœtus, on est déjà confronté à, si vous considérez la possibilité, mais même le fait que l'individu est déjà défini par son patrimoine génétique, etc. Et ça pose forcément un problème philosophique. Donc on sera toujours attaqué par ce biais-là, par ceux qui sont contre l'avortement. Moi je suis pour la liberté et l'autonomie des femmes, et je suis pour aussi pour des raisons essentiellement pragmatiques, parce qu'il fallait sortir de la situation dramatique qui était celle des femmes avant la libéralisation de l'avortement. Mais je ne m'autorise à aucun jugement d'ordre moral, philosophique. Je veux dire, c'est un poids que malheureusement les femmes se retrouvent, en plus de tous les autres, obligées la plupart du temps de porter parce qu'il y a que les femmes qui portent les problématiques de l'enfantement. Ceci dit, la conception, c'est à deux.
Oui. Donc c'est-à-dire, il y a C'est exactement ce que j'essaye de dire maladroitement, c'est-à-dire que les hommes en général n'assument aucunement leur Il y responsabilité. a deux questions qu'il faut se poser dans ce domaine-là. La première des questions, c'est réaliser à quel âge embryonnaire le système nerveux se forme. Ça, c'est la donne. Alors, j'ai plus les chiffres en tête là, mais c'est déterminant. À partir du moment où il n'y a pas de maturation du système nerveux, parce que c'est tout un processus qu'on peut suivre sur les échographies, etc. Donc, à ce niveau-là, on est dans les normes. C'est-à-dire qu'au moment où on intervient, le système nerveux n'est pas formé. Et à partir de là, pour définir un enfant, il faut une sociabilisation. Le fœtus n'est pas sociabilisé. Et je pense que c'est le droit de la femme qui prime sur le droit de l'embryon du fœtus. C'est quand même la femme qui porte la grossesse, donc je pense que son droit. Et moi, je ne rentrerai même pas dans les trucs médicaux. Parce que je veux dire, en Angleterre, 24 semaines, ici, ils vont faire des bons de 15 mètres. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas. Moi, je pense que chacun a sa philosophie, son éthique. Ça, c'est quelque chose qui. Parce qu'on ferme sa porte et quand on est chez soi, on pense son truc. Mais je pense que ça, c'est un débat qui embrouille. Et qui, chacun a ses convictions personnelles, religieuses, puisque justement, la laïcité porte ça. Mais après, y compris sur la question de l'avortement, mais après, je veux dire, pour moi, ça ne peut pas être des arguments, on ne peut pas mettre des arguments médicaux sur, tu vois, tout ça. Parce que je pense que c'est vraiment... Cela dit, c'est pour ça que j'ai mis 2 points. La femme, elle prime sur le... La maturation du système nerveux, c'est quand même quelque chose qui existe, qui est important. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille se limiter à cause de ça. Mais, voilà. Mais cette notion de sociabilisation du fœtus, là, le fœtus, s'il est expulsé par la femme, il meurt. Donc voilà. Vas-y, Pierre. Ouais, mais je suis toujours. Enfin, moi, c'est pas tellement l'éthique ou la morale qui me questionne, parce que, comme tu le dis, je pense que ça appartient à tout le monde. Enfin, je pense qu'on pourrait disserter longtemps de voir qui sont les anti-choix aujourd'hui, et parce que l'IVG, ça concerne tout le monde, et je pense que ça devait quand même beaucoup concerner cette classe qui fonctionne sur l'héritage et la filiation, parce que ces questions-là, elles n'impactent pas de la même façon, j'ai envie de dire, la classe ouvrière que les patrons, quoi. Quand il y a un enfant qui n'est pas désiré, quand le chef de famille il fait un enfant pas désiré à quelqu'un en dehors, je pense que c'est, enfin, je veux dire, il y a des enjeux au-delà qui font qu'ils y sont aussi, qui sont aussi contraints d'y avoir recours pendant longtemps. Mais moi, ce qui me questionne là-dessus, c'est pas tellement la question là, de l'embryon, de à quel moment du développement on peut considérer, c'est l'après, quoi. J'en parlais un petit peu tout à l'heure sur le libéralisme, mais je crois que ça doit être à peu près en octobre, dans l'Image, je disais, il y avait une enquête qui est sortie notamment sur la mortalité infantile en France. Et j'étais surpris de voir qu'en fait la mortalité infantile progresse dans le pays. Elle progresse sur les enfants de moins d'1 an. Je me rappelle de chiffres là, c'est-à-dire quand il y a 1000 bébés qui meurent en France, il y en a 700 qui meurent en Suède. A priori, les bébés suédois sont probablement pas beaucoup plus costauds que les bébés français, mais leur système de santé par contre doit l'être. Et je me faisais cette réflexion, pour le coup, qui est vraiment une réflexion peut-être morale ou éthique, c'est on les entend vachement beugler sur l'IVG. Alors par contre, quand les enfants meurent, une fois qu'ils sont nés, alors ils se planqueraient sûrement derrière l'idée que sauver, c'est pas la même chose que... voilà, mais il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire on laisse mourir quand même dans ce pays. On laisse mourir même voilà. Et aux États-Unis, ça prend des proportions. La mortalité périnatale, c'est... je ne sais plus les chiffres, mais c'est affolant. Fred. Ma question est double, hein, et elle va un peu en droite ligne de ce que Arthur disait aussi, à savoir que d'une part il y a un système d'oppression sur les femmes qui est organisé, et depuis longue date, dans lequel elles sont c'est conçu par la religion et c'est formalisé comme ça, qu'elles seraient porteuses d'une faute originelle, et que de par le fait qu'elles s'enfantent, elles portent une responsabilité
mais c'est total parce que dans la foi chrétienne, il faut que l'enfant soit baptisé pour qu'il soit sauvé d'une certaine manière. Donc ne pas permettre, c'est toutes ces considérations-là. Et on les retrouve dans notre religion. Hein. C'est pas, là, je prends l'exemple de l'héritage judéo-chrétien, mais il y a les autres. Et est-ce que justement, tout ça, c'est pas un système d'oppression des femmes où on leur fait porter la responsabilité, y compris dans la gestion de ce petit problème, entre guillemets, qui est celui du choix d'avorter ou pas, et donc de l'assumer elle-même. C'est aussi peut-être une façon aussi d'écarter les femmes d'un certain nombre de choses, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que je ne vais pas répondre précisément à ta question, mais ça m'évoque en fait quelque chose, parce qu'on a, et puis sur la question de l'âge, à partir de quel moment on considère que le fœtus a une capacité, je pense pas non plus qu'il faille se focaliser là-dessus. Et en fait, on a fait une visite du musée de Picardie, là il n'y a pas longtemps, qui était en fait centrée autour du thème justement des femmes, de la maternité, etc. Et je crois que c'est en Égypte antique, il y avait tellement de mortalité infantile, mais jusqu'à 3, 4, 5 ans, que en fait, si je dis pas de bêtises, peut-être que sur les chiffres je me trompe, mais les mœurs voulaient qu'on considère qu'un enfant était réellement une personne à partir de 4 ans, parce qu'avant en fait c'était pas sûr qu'il survive. Et donc en fait ça montre très bien que tout ça c'est des normes qui sont sociales et qui varient grandement en fait d'une époque à l'autre. Donc je pense pas que se focaliser et débattre des heures et des heures sur partir de quand un enfant c'est plus un fœtus, c'est un bébé, ce soit vraiment le cœur du problème. Et comme Isabelle, je pense que se focaliser, se centrer vraiment sur les droits des femmes, les possibilités d'avorter de manière sûre, parce qu'on parle beaucoup de la France, mais dans le monde, tous les ans, il y a encore 47 000 femmes qui meurent suite ou au cours d'IVG clandestine. Toutes les 9 minutes. Ouais, c'est ça. Qui meurent toutes les 9 minutes dans le monde d'une IVG clandestine. Donc voilà, je pense, et je ne suis pas la seule, que c'est sous cet angle-là en fait qu'il faut penser les choses. Il ne s'agit pas de se focaliser sur des données biologiques, il faut ne pas les oublier simplement. Par exemple, autrement dit, le problème de l'IVG, si problème il y a, ne se pose pas de la même manière à 2 mois qu'à 6 mois. C'est la technique qui diffère. Oui, non mais... par exemple, attends, excuse-moi, par exemple, ce à quoi je réfléchis, c'est justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je vais tout à fait dans le sens, c'est que justement, je ne veux pas qu'on utilise des données biologiques pour justifier un acte. Je prends, pour être plus précis, les Italiens font écouter le cœur du fœtus. Or, c'est un bruit, mais ce n'est absolument pas un cœur. Le circuit, le système vasculaire n'est pas conçu de manière finie comme dans le cœur. C'est un liquide qui passe dans un tuyau. Et c'est ce bruit-là qui est... Bon, je veux dire, ça peut sembler anodin, mais c'est quand même une... C'est de la désinformation. C'est de la pression psychologique. Oui. Et est-ce que ça arrive encore qu'on fasse passer les échographies à des femmes qui veulent avorter et non, ça n'existe plus ça? Bah si, c'est obligé. C'est obligatoire? Si on veut parler... on parle médical alors. Mais oui, d'accord, mais pas... non, mais on ne dit pas, tiens, regarde, c'est ton enfant, il te ressemble. Non, on fait une écho, mais voilà. L'écho, c'est juste un truc juste médical. Ouais. En fait, pourquoi on fait une écho de datation? C'est pour dater, puisque il y a des délais. C'est pour vérifier, donc, par exemple, quand on fait une IVG médicamenteuse en ville, on peut pas, il faut vérifier que déjà, même si c'est en ville ou ailleurs d'ailleurs, que la grossesse, elle soit bien dans l'utérus, pas dans la trompe. Parce que, par exemple, on ne peut pas faire une IVG médicamenteuse quand on fait en ville, il faut que ce soit fait à l'hôpital, pour la question de la sécurité, parce que c'est un acte simple, mais il ne faut pas non plus délirer, quoi. Il y a des choses à... Donc c'est un acte simple,
Mais il faut se donner les moyens qui restent simples et qui ne se compliquent pas. Donc pas d'IVG médicamenteuse en ville si on est au-delà de 7 semaines de grossesse. Pas d'IVG médicamenteuse en ville si la grossesse elle est extra-utérine. Et pas d'IVG médicamenteuse en ville si c'est une grossesse gémellaire, de jumeaux. Donc ça, on peut faire l'IVG, mais il faut que ce soit sécurisé pour la femme. Donc il y a toujours Le une truc, c'est que échographie avant tout. Et par contre, après l'IVG, en tout cas médicamenteuse, on fait un test, donc 15 jours après l'expulsion de la grossesse, on prévoit un test de grossesse, prise de sang, pour voir le taux. On a le taux juste avant l'interruption, le premier médicament, on le fait faire à la femme 1 heure avant, on a un taux, et donc on le contrôle 15 jours après l'IVG médicamenteuse, et donc ça évite de refaire une écho, parce que ça sert à rien. Et en plus c'est lourd au niveau médical, c'est pas la peine d'être redondant, etc. Donc un résultat de... Bon, après on regarde si entre deux il y a des problèmes à la peine ou quoi. Et en général, 98%, ça se passe très très bien. Il peut toujours y avoir un dog, mais ça c'est comme pour tout. Et donc le taux, on voit qu'il a vachement baissé, c'est bon. Elle revient, on dit toc tac, c'est bien. La notion de baisser est très important parce qu'en fait le taux est positif. Si bien que si n'importe qui fait un commentaire sur la prise de sang de contrôle, il dit ah, tu es encore enceinte. C'est ça, il faut lui dire que c'est jamais à zéro. Voilà, c'est pas à zéro et ça peut être des taux. Si vous partez d'un taux à 50 000, vous pouvez avoir un 15 000, un taux 15 jours après. Quoi. Donc il faut le savoir. Ça diminue de plus de 20%. Voilà. De toute façon, cette échographie-là, c'est pour être dans la légalité. Dans la légalité, dans la sécurité. Dans la sécurité, et aussi dans la sécurité, mais la maman n'est pas obligée de la regarder. Non. Oh bah non. Donc, non, mais justement, non. On a les relais. Voilà. Non, mais donc, voilà, c'est ça. c'est pour ça, non. D'ailleurs, c'est Faut pas une maman, c'est une mère, une femme. Oui, voilà. À ce moment-là, Oui, à ce moment-là, elle n'est pas pas encore une maman. Oui, maman. c'est Non, vrai. c'est Non, mais je veux dire, oui, la femme. femme n'est pas obligée de regarder cette échographie-là si elle n'a pas envie. Et puis... Déjà, pour décrypter une échographie, oui, non, mais... De toute façon, on voit rien. Ça s'est amélioré quand même. Je veux dire, on voit un petit truc. Oui. Et si on non, mais ça pourrait... Si on ne dit pas que c'est ça, tu ne peux pas le savoir. Mais bon, je pense que la femme d'elle-même, elle n'a pas envie de regarder. Voilà. Et après, si elle veut regarder et qu'elle demande à la sage-femme ou c'est beaucoup de sages-femmes pour les échos, en fait, ou à la personne qui fait l'écho de lui expliquer, bah oui, c'est l'histoire du choix et de la liberté, en fait. Après, en fait, ma question, c'était dans le sens où, c'est parce que quand tu parlais, on fait écouter le cœur, etc. Oui, voilà. Mais ça, c'est dégueulasse. Oui, non, mais je me dis, il y a certainement voilà, des personnels soignants qui sont très bien, mais est-ce qu'à chaque fois qu'une femme veut avorter et qu'elle passe cette échographie, est-ce que ça se passe toujours bien? Nous, on a des témoignages de tout le planning depuis 1 an et demi. On avait parlé, nos amis, on a fait un questionnaire qu'on peut avoir avec un QR code, voilà, on peut remplir en ligne. qui est anonyme et qui, pour que les femmes puissent témoigner de leur vécu, voilà, de leur IVG dans la Somme ou alentour. Et donc, en fait, oui, et donc on a des témoignages, bon, moi j'ai des femmes qui me racontent que elles me sentent morale. Voilà, c'est ce dont je voulais parler. Ça, c'est justement le problème. Oui, mais c'est inacceptable. En fait, ces soignants, c'est pas possible. Enfin. Mais c'est surtout là-dessus. Après, ça regroupe aussi la question des violences gynécologiques et obstétricales, parce que ça existe aussi. Oui, ça existe pas que aussi. dans l'avortement. Oui, tout à fait. Dans l'accouchement, dans les suivis de grossesse, dans beaucoup de choses. Bien sûr. Ouais, où t'as mal, t'as tes règles, ouais, tu fais semblant. Oui, et après, c'est-à-dire, c'est sur le fait de comment on considère les femmes. Je vois, c'est assez intéressant de constater depuis l'affaire MeToo. Il y a une montée de la protestation des femmes. C'est la 3e vague féministe. Voilà, c'est incroyable parce qu'il y a plein d'histoires d'endométriose, des simples examens gynéco, de ne pas se jeter sur une femme. Tu dois lui demander, mais ça, normalement, ça devrait être évident. Voilà. Je vous fais, est-ce que vous êtes d'accord que je vous examine? Ça, normalement, c'est tout base. Oui. Dès que tu touches la personne, je vais vous mettre le spénéfraction. Je veux dire, oui, un médecin, lui demander est-ce que je peux ou ça vous dérange pas, enfin voilà. Ça paraît évident. Ça revient à la question que j'avais posée, la formation. C'est ça, c'est ça, tout à fait, c'est tout à fait ça. Parce que moi ce que j'entends, c'est ce que moi j'ai eu, alors je vais vous dire les années 1965, avec des copains, des copines, des filles, etc. Nous, justement, on s'est heurté à des personnels qui est médecin, malveillant. Ou nos copains, parce que justement à l'époque, pour se faire avorter, c'était... Ah oui, 65, c'est tout à l'heure justement, 65. Non, après c'est la question, donc c'est tout là-dessus qu'il faut travailler. Donc là, juste,
je vais faire un petit saut en avant. Donc cette fameuse loi Alban-Gaillot, il y a tout ça dedans. Donc là, par exemple, nous, le planning, on a donc c'est une association départementale par département. Donc Hauts-de-France, c'est 5 associations, 5 AD. Et donc on s'est, celles qui sont dans les commissions IVG, on s'est confédérés dans les 5 départements. Et donc on travaille ensemble de façon, parce que en face, ils sont unis, nous aussi. Et donc là, en ce moment, on travaille notamment avec l'ARS, qui a donc missionné Auréal, qui gère le réseau de périnatalité. Donc là, franchement, il y a tout un travail qui est fait. Bon, bah, sur le fait, donc sur les moyens, dans la loi, il faut qu'il y ait un annuaire, parce que c'est un truc, nous, on a fait commencer à bosser là-dessus au planning. C'est un boulot énorme. Donc là, l'ARS a pris, grâce à la loi Alban-Gaillot, qu'il faut donc se battre pour la faire appliquer. Donc là, et tout ça, ça se précipite avec la constitutionnalisation, ça accélère. C'est ça aussi l'intérêt, c'est pas qu'un intérêt théorique ou symbolique. C'est-à-dire que là, franchement, ça accélère. Ça vous donne. Mais non, mais ça accélère les applications. Ah oui, bon, donc sur la question de l'annuaire du répertoire, il est en train d'être mis en place. Donc avec nous, le planning et puis l'ARS, qui est en train de travailler concrètement là-dessus. Après, on a aussi un travail sur la bienveillance, c'est-à-dire que les équipes, il y a des équipes dans les centres d'IVG, soit des gens qui soient bien accueillants, bienveillants, la question de la formation. Donc c'est la formation, alors souvent c'est des gens volontaires. Après, c'est tout le débat que, est-ce que c'est pas mieux que la personne soit OK pour le faire, ou plutôt elle brutalise la femme. Après, c'est tout le débat, ça. Mais bon, normalement, voilà, c'est un boulot, normalement, ça doit être un acte comme un autre. Donc la question de la bienveillance, de la formation, et qu'en plus, il y ait des formations, et que ces formations soient conventionnées, parce que pour pouvoir faire des IVG, qu'on soit une personne ou un centre, il faut être conventionné. C'est un conventionnement individuel. Donc, je dis aujourd'hui, le conventionnement, justement, c'est 2 journées qu'on peut faire en visio. Et dans la plupart des départements de France, c'est 5 demi-journées pratiques, c'est-à-dire d'aller se balader dans le centre d'IVG. Nous, à Amiens, c'est 10 demi-journées. Donc, par exemple, moi, la sage-femme qui est avec moi, comme bon, moi, je vais partir à la retraite, en gros, donc j'ai pu faire les IVG au cabinet, je vais les faire ailleurs. Et donc, elle va prendre le relais. Donc, elle, c'est 10 demi-journées. Donc, elle a installé. 10 demi-journées, c'est une semaine. Bon, il faut arriver à les caser. Donc, voilà, il y a la question de la formation, qui est très importante, du conventionnement, de l'accès donc avec l'annuaire. Parce que, en fait, en gros, l'IVG, c'est le seul. Par exemple, vous avez mal à l'estomac, vous devez aller voir votre cardiologue parce que vous avez un problème. Vous prenez Internet, vous tapez cardio, vous en trouvez 15 000. Vous tapez IVG, vous galérez gravement. C'est le parcours de la combattante. C'est-à-dire que donc là, il va y avoir un répertoire. Ça fait des années, tu te rappelles quand on a fait la formation à l'époque, je fais la formation il y a 13-14 ans, c'était ouais, déjà. Donc en fait, c'était la question, c'était est-ce que vous voulez que votre nom soit donné? Non. Il y en a plein qui ne voulaient pas. Moi, je dis, bah ouais, moi je suis OK. Sauf que si vous voulez, il y avait en plus, à l'époque, il y avait l'idée qu'il ne fallait pas que les médecins fassent de pub. Et voilà. Et donc, il n'y avait pas de liste. Donc, même si la femme appelait, qu'elle avait trouvé la bonne idée d'appeler au centre d'IVG, ben, on lui transmettait pas de nom. Ça, pour vous. Comment? Quand vous dites là. Ça, c'était il y a 14 ans. Ah, il y a 14 ans. Parce que moi, ça me rappelle. Il y a 14 ans. Après l'histoire de la cause. Il y en a qui ont fait la formation, mais qu'on dit. Moi, c'est que pour mes patients. Ouais, c'est ça. Bon, il y en a aussi qui expliquaient, on est dans des quartiers un peu chauds, donc on a un peu peur que si ça c'est, donc la femme ne veut pas trop que ça sache. Si après il y a tous les hommes de la famille qui arrivent et puis qui commencent à lui casser la gueule à tout le monde, voilà, il y avait des médecins qui disaient que leur limite c'était ça, qu'elles voulaient le faire, mais discrètement. Encore maintenant? Oui. Bah oui, parce qu'on sait quand même qu'il y a une remontée des religieux, enfin, je ne veux pas mettre un pavé dans la main. Je pensais qu'il y avait une évolution dans ma tête. Bah oui, mais sauf qu'on est dans une montée quand même, donc voilà. Bah je sais pas, il y a quand même des... Bon voilà, il faut quand même que, voilà, rien que nous, nos anti-choix, voilà. Enfin, moi j'ai tellement le souvenir de ces années, pour moi j'ai 20 ans, 20 ans à la fac, c'est cette époque-là où justement, pour aller avorter, il fallait aller... prendre l'avion, se poser c'est ça, ou alors éviter certains médecins, chefs de service. Ah bah oui, bah vite, ça ne peut pas nous. Cela dit, je vais donner une petite contribution au débat qui est souriante. C'est que j'avais en consultation beaucoup de musulmanes. Et c'est peut-être celle qui était le mieux accompagnée, enfin le plus accompagnée. Et croyez-moi, des fois ils jonglaient, enfin devant moi, ils jonglaient pour savoir s'ils pouvaient le faire dans le cadre
leur logique et de leur pratique musulmane. Mais c'était touchant, parce que tu veux t'assister, c'est normalement quelque chose qui aurait dû se passer chez elles, chez eux, avant. Là, ça se passait tranquillement devant le médecin, et sur des questions, plein de questions pratiques, parfois même, je dirais un peu philosophiques, il posait, et bon, voilà. Donc c'était pour dire, j'ai eu affaire aussi à des intégristes qui disaient jamais je ne ferai une IVG docteur. Moi j'en ai une qui était étudiante en médecine, qui était jurée qu'elle ne ferait jamais une IVG. Je lui ai fait une IVG par aspiration, et puis après à la visite de contrôle, quand je lui ai posé la question de la contraception, elle a dit jamais de contraception. Ce que je veux dire par là, c'est que les impacts religieux sur les individus sont variables d'une religion à une autre, ou voilà, c'était pour... Après, pour rebondir un peu sur l'accès et ce que tu disais, le fait que ce soit encore un parcours de la combattante, c'est vrai que pour en discuter autour de nous, les femmes maintenant savent qu'elles ont le droit d'avorter, mais en fait, ce qui est, j'allais dire marrant, mais non, ça n'est pas, c'est qu'en fait, encore aujourd'hui, alors qu'on sait qu'on a ce droit-là, dans les faits, dans l'accès concret, ça fonctionne en fait beaucoup encore par du bouche à oreille d'une femme qui va dire à des amis, ah bah tiens, j'ai besoin d'avorter, je sais que toi aussi, voilà, comment t'as fait, où est-ce que tu l'as fait, parce que j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé, je sais que il y a le CHU, mais les horaires ça correspond pas parce que je peux pas me déplacer à telle heure, tel jour, voilà. Et en fait, c'est pour ça que la question du répertoire, c'est fondamental et c'est quelque chose voilà, qui peut paraître un détail, mais en fait, d'avoir l'information, ça paraît dingue que ça n'existe pas. C'est scandaleux. Et donc là, ça va avancer, et c'est vrai que le truc de la constitutionnalisation, ça accélère beaucoup de choses, franchement, on le voit. Voilà, donc, ouais. Donc après, il y a l'IVG par aspiration, on l'a dit, donc en fait, c'est la méthode Karman, ni plus ni moins que cette méthode du MLAC des années 72, qui est donc maintenant, c'est-à-dire c'est institutionnalisé. Donc, avec à chaque fois, il y a une consultation pré-IVG, que ce soit par aspiration ou par comprimé, où on voit l'échographie. C'est ça. Il faut bien qu'on ait un premier contact. Ouais. Ensuite, il y a ou la prise du comprimé ou l'aspiration. Et troisièmement, le contrôle. Je dis ça, c'est pour qu'on comprenne bien qu'on ne prend pas un truc pendant 200 secondes. Justement, une petite jeune fille qui a 13 ans, qui se retrouve enceinte, là, actuellement. Elle va où? Elle va se renseigner auprès de qui, etc. Ah oui, c'est quand il y aura l'annuaire. Mais là, oui, par exemple, autre chose, moi, par exemple... L'annuaire, c'est-à-dire? Donc c'est ce qui est en train d'être mis en place, il y aura un répertoire pour savoir où il sera où sur Internet? Il sera accessible sur Internet. Normalement, c'est ça le but. Donc les jeunes filles, il faut qu'elles aillent pas encore fait. Il faut leur dire, c'est ça, il faut dire. Et donc normalement, quand vous tapez, il y a ivg.gouv et il y a IVG les adresses, ça c'est très bien. Bon, ça a été fait par des médecins militants de région parisienne. Depuis, ça fait 10 ans que ça existe, c'est pas très connu non plus. Et donc là, l'ARS voudrait, en fait, on va peut-être travailler que IVG les adresses, ça fusionne plus ou moins avec le numéro vert aussi. Qui est numéro vert, en fait, ici c'est le CDFF qui l'a, et c'est un numéro vert qui a été instauré en 2013 par le planning familial. C'est un numéro, on appelle. Un appel sur deux concerne l'avortement. Femmes battues, 119. Un appel sur deux concerne l'avortement, mais c'est sur toutes les questions de sexualité ou de santé sexuelle. Avant qu'Isabelle nous ouvre les portes du monde pour voir un peu ce qui se passe ailleurs, dernière intervention sur cette... Mais chaque médecin généraliste aura ce répertoire. Ah il faut, oui, après ça sera accessible à tout le monde. Oui, non, mais c'est vrai. Un médecin généraliste peut donner la pilule pour avorter. Non. Non, puisque voilà. Non. Il n'y a que 2,9% en France des médecins généralistes qui font les IVG médicamenteuses au cabinet.
mais qui les font. Et parce 3,5% de sages-femmes, parce qu'on a fait la formation. C'est-à-dire que l'autre que je voulais oui, dire, c'est Donc, moi, qu'en fait, la formation, c'est ce que j'ai dit, 2 journées et 5 demi-jours, 2 jours de trucs, comme on a fait ensemble. Donc ça veut dire que c'est tout une médecin démarche. généraliste ne peut pas donner... Pour faire toute chose, il faut être formé. Donc c'est pas la question que tout médecin généraliste ne fait pas. C'est que 2,9% s'intéressent à faire la formation pour le faire. Parce que c'est non valorisé. Et je rebondis sur ce que disait Francis, ce qui est aberrant, c'est que quand on est médecin, en fait, ça devrait faire partie de la formation. Tout médecin qui a un diplôme de médecin généraliste devrait pouvoir prescrire la pilule pour avorter. Ça arrête d'être un acte à part. Que c'est quelque chose comme le reste. Et que tout au début, j'ai dit que pour moi, l'IVG, pour moi, ça fait partie de la vie affective et sexuelle de la femme, et que j'ai dit comme l'endométriose, comme la puberté, parce que les médecins sont formés à l'endométriose, tout médecin est formé à ça, mais pas l'IVG. Quand on est femme, on n'est pas forcément obligé d'être suivi par un gynécologue, on peut être suivi par un généraliste. Donc un généraliste, normalement, il devrait être habilité aussi à... Non mais c'est pas la question qu'il soit, c'est que ça intéresse personne, pas grand monde en fait. C'est voilà. Donc il y a 2,9%. Ça devrait être une obligation en fait. C'est juste pour rebondir sur ce qui se passait à l'époque de la mère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent des gens, et justement ils vieillissent un peu ceux-là, des vieux militants, excuse-moi. Bon, moi je suis pas tellement plus... Je suis fier de toi. Donc en fait, voilà, il faut que ce soit une motivation, et c'est souvent un truc militant en fait, c'est ça le problème. Et il y a pas dans les étudiants en médecine des revendications par rapport à ça Mais moi, je vais juste dire un exemple. Moi, je fais une formation médicale continue depuis 30 ans, enfin depuis que je suis installée. Un coup à la formation, pourtant ils sont bien, les gens de ma formation sont vraiment des médecins qui sont vraiment, c'est vraiment des très bons médecins qui n'arrêtent pas de se former. Une fois, j'avais proposé comme sujet, j'avais demandé si tu voulais bien venir, comme expert, l'IVG médicamenteuse, tout le monde l'IVG, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est un sujet... Même les femmes médecins. Ouais. Ah oui. Mais tout médecin généraliste est dans l'obligation de fournir un nom. Ah oui, un notamment. Voilà, ça dans la loi. Ça, c'est dans la loi. Voilà. Après, il peut donner un conseil sur un médecin plus ils doivent dire. Le problème, c'est que pour savoir à qui envoyer, moi j'ai plein de médecins amiens qui ne savent pas. Oui, moi je l'ai fait, parce qu'on n'est pas nombreux à les faire. Donc c'est ça l'idée du répertoire. C'est pour ça qu'il y a des relais, parce que le médecin refuse, il appelle sur quelqu'un qui refuse. Non mais il y en a plein, franchement, ils ne refusent pas. Ils disent bah oui mais moi je ne sais pas le faire ou voilà ou je ne suis pas formé, donc ils font un petit courrier pour le médecin, mais ils ne savent pas forcément à qui adresser. Voilà, c'est très important ça. Et ça peut en danger. Et ça, bon, pas vraiment en danger, mais si, elle peut être en danger si moi je dis toujours ça pour normaliser. Parce qu'après, on va pas. Et vous, au planning, vous avez un mais en fait, on peut pas le... Non, vous ne pouvez pas le diffuser. Non, mais une femme vous appelle, elle la dit... copine qui gère les mails, elle donne mon adresse. Oui. Moi, je dis que tout le monde donne mon adresse à tout le monde. Oui, d'accord. Et donc, la copine du planning, elle donne mon adresse. Mais quelqu'un, par exemple, qui habite Ham, et voudrait bien trouver un médecin un peu plus près de Amiens, mais voilà, chez il n'y en a elle. pas beaucoup. Voilà, il ne doit pas y en avoir. Il y a les centres d'IVG par rapport au bébé, et puis après en médecin, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est ça. 2,9%. Est-ce qu'à l'hôpital, l'hôpital est obligé d'avoir un service qui fait... Alors, c'est la question que je voulais aborder sur l'accès, c'est-à-dire l'autre question, mis à part le répertoire et l'accueil et tout ça, c'est qu'en fait, on a donc une désertification médicale, on a donc notamment, tout le monde le sait, plein de maternités qui ferment. Quand une maternité ferme, son centre d'IVG ferme. Et donc là, en 15 ans, 130 maternités ont fermé, donc 130 d'IVG potentiellement ont fermé. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. Donc si c'est à Ham, il n'ira pas à Péronne. Donc c'est une question, voilà, c'est une question aussi, effectivement, politique, de gestion. Ça aboutit à des accouchements de plus en plus souvent faits par les pompiers dans le camion. Ouais, bah voilà, après, voilà. Ça coûte moins cher, je pense. Voilà. Et donc là, effectivement, ça monte dans le... Il est 8h moins 10. Donc juste un truc que je voulais dire, c'est qu'il y a encore des IVG qui doivent partir à l'étranger. Donc nous, au planning, on fait des cagnottes, mais parce que à cause des délais. Et donc ça coûte cher.
Donc en fait, actuellement, nous, Donc depuis 65, ça n'a pas beaucoup changé. Bah, On si, fait quand même. toujours les cagnottes. Ouais. Mais quand, Non, mais quand moi, vous ça faites me rappelle les- des Bah, trucs. mais nous, en fait, on fait la cagnotte pour qu'elles aient une réduction. En fait, nous, on envoie à Hollande. Il faut aussi penser qu'en Angleterre, on ne peut plus à cause du Brexit. 24 semaines. En Belgique, non aussi non. Bah, c'est surtout la Hollande, bon, l'Espagne pour les plannings qui sont dans le sud. Mais quand, ça a un coût. quand c'est Ça- connu, quand c'est connu, Mais vous non. faites cette cagnotte et que vous aidez quelqu'un. Non, mais la cagnotte, c'est pas énorme. Parce que nous, Non, non, mais non plus. vous êtes hors la loi ou Non. non? De toute façon, il n'y a pas. plus de trucs. Ils vont plus. Non, non, mais c'était une question juste. Non, parce que hors délai, non, plus personne ne va empêcher. Et même à l'époque, ils n'empêchaient pas, bon, sauf les anti-choix, mais au niveau de la loi, ça les arrangeait bien. Ils empêchaient D'accord. aucun départ à l'époque en Angleterre ou en Hollande, à l'époque des années dont on parlait de votre Oui. moment, n'ont été empêchés, ni par les flics, ni D'accord. par la loi, ni par qui que ce soit. Ils laissaient partir, comme ça, ils vont te faire avorter ailleurs. Donc voilà, il n'y a jamais eu aucune contrainte, ni aucun empêchement de bus. Le seul problème, c'est les anti-choix. Mais là, Oui, bien c'est sûr. pas réussi non plus. Mais au niveau légal, non, ça n'a jamais été empêché. Et pour une intervention hors délai, ça reste la technique de l'aspiration, c'est encore une technique différente. Alors c'est tout le débat justement quand on disait, enfin hors délai, nous on appelle ça les IVG tardives, de par l'allongement de la loi, de 14 à 16 de 14 à 16 semaines d'améliorée, de 12 à 14 semaines de grossesse. C'est-à-dire toute la discussion de... donc il faut que la femme puisse choisir donc, entre l'aspiration et le médicamenteux. Le problème du médicamenteux au-delà, c'est que c'est quand même, il y a une expulsion. Ça crée un accouchement. Ça peut être problématique. Donc si la femme veut faire comme ça, mais on ne lui donne pas trop le choix. Donc dans beaucoup, notamment à Amiens, dans beaucoup de centres, ils ne donnent pas le choix et c'est par médicament, parce que ça coûte moins cher. Par aspiration, avec l'anesthésie générale, il faut un anesthésiste. Donc il y a ça, et je pense que c'est surtout une question justement... Donc elle souffre énormément alors. Le problème, ouais, puis bon, psychologiquement quand même. Ouais, non, Enfin, si elle veut comme ça, oui, ok. Mais oui, après, donc c'est plus fait par IVG. Donc elles ont pas, nous ce qu'on dit, c'est qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Et il y a aussi quand même des structures qui ne veulent pas. Donc j'avais les chiffres, là c'est je ne sais plus combien, je crois qu'en France, il y a une quarantaine de centres seulement qui le font. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire en disant que la technique, etc., par aspiration, il faut des canules différentes, Bon, quand ça a été passé de 10 à 12, ils ont fait des canules différentes. Quand la méthode Karman a été faite, au lieu des curetages à vif avec les trucs métalliques, ça a été fait. Là, les médecins ou les gens qui faisaient pratiquer, ils se sont formés. Donc c'est refusé. Et donc ça fait qu'on peut arriver à des délais dépassés. C'est quand même fou qu'il y ait des médecins dans la loi. qui disent un peu haut et fort non, on ne veut pas se former, les progrès de la médecine, on n'en veut pas. En gros, C'est quand même- ça qui me choque en fait, c'est Mais que vu tous les grands progrès qui a été fait. ces personnes qui décident de faire des études de médecine, Ouais, je suis d'accord. et ils ne réclament pas d'être... Enfin, ils vont être médecins et moi ça, je trouve ça aberrant de ne pas réclamer à être formés pour faire des IVG. Le serment d'Hippocrate. Oui, voilà. Non, mais voilà, Non, mais c'est c'est à l'époque, on aberrant. disait ça. Enfin, à l'époque, quand j'étais jeune, on disait ça. Le serment C'est quand même... Est-ce que au planning familial, vous menez un combat pour que ce soit dans la formation, pour que ce soit obligatoire? Bah oui, ça fait partie de tout. Ouais, oui, ça Pour l'instant, vous faites chou blanc en fait. Et alors, il n'y a pas de Bah, ça avance quand même. Ça avance, parce que oui, quand mais- même, il y a des... Oui, et il y a des maintenant centres aussi, quand même. maintenant, il faut dire que les sages-femmes, justement, pour le dernier truc, c'est que là, les sages-femmes, il y a un décret qui était sorti dans la loi Alban Gaillot, donc les sages-femmes pouvaient faire des IVG médicamenteuses, mais elles ne pouvaient pas faire des IVG instrumentales. Donc dans la loi, elles pouvaient faire maintenant, depuis la loi Gaillot 2022, et les décrets n'étaient pas encore sortis, ils sont sortis récemment, je vais vous dire mieux. Donc elles pouvaient faire les IVG par aspiration que jusqu'à 10 semaines de grossesse. Donc là, les décrets tardaient. Donc le décret est sorti, donc là, au mois de décembre, on est quoi là? Ouais, le décret est sorti au mois de décembre. Et alors, tenez-vous bien, dans le décret, donc les sages-femmes, oui, de la loi Gaillot, bon, Albin Gaillot, c'est d'ailleurs une militante du planning familial. Elle est en planning familial. Donc, Alban Gaillot, dans la loi, donc les sages-femmes pouvaient faire. Et donc là, ils ont sorti un décret qui tardait, là, au mois de décembre, et dans le décret, c'est marqué que les sages-femmes peuvent faire l'IVG, donc c'est que en centre d'IVG à l'hôpital. Alors, autour, il faut qu'il y ait 4 médecins. Bon, 80% des accouchements sont faits par des sages-femmes, il n'y a pas forcément de médecin autour. Il faut qu'il y ait un médecin qui fasse les IVG, qu'il y ait un gynécologue, qu'il y ait un radiologue, il faut qu'il y ait un anesthésiste. Le radiologue, pourquoi? Alors là, c'est vraiment dégueulasse, mais on a gagné là-dessus.
Pourquoi? Parce que le radiologue, il va faire une technique qui s'appelle l'embolisation, c'est en cas d'hémorragie massive. Donc même donc il y a très peu d'hémorragie, quasiment pas d'hémorragie massive, ça c'est dans la fantasme pour l'avortement, qui est donc un acte simple et sans conséquences, avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, dans les accouchements, il n'y a pas forcément un médecin dans le coin, un radiologue embolisateur. Hein. Alors que l'accouchement, c'est beaucoup plus délétère, excusez-moi de le dire, pour la femme que l'avortement. Hein. L'avortement à 6 semaines, c'est rien. Elle rentre chez elle, elle fait sa vie, elle va faire la fête le soir. Un accouchement, et l'accouchement, avant, il y a 9 mois de grossesse, normalement. Donc, et puis après, ça dure longtemps, mais ça, c'est un choix. Mais bon, je veux dire, l'accouchement, la grossesse et l'accouchement sont beaucoup plus à risque pour une femme qu'un simple avortement. Du coup, une question, un généraliste peut faire un accouchement? Pas à son cabinet. Hein. Non, mais il peut faire en urgence. En urgence. Par contre, il n'a pas le droit de faire d'IVG, s'il n'a pas été formé. Ouais. Mais l'accouchement, il y a quand même, on passe dans les... Non, mais, oui, mais on passe dans les services. Donc on fait, quand on est étudiant, on passe dans les services, etc. Bon, je pense quand même qu'ils passent dans le service d'IVG, mais bon... Oui, enfin, les accouchements, ils n'ont pas dû en faire. Je pense pas qu'il faut des aspirats. Ouais, pas tous. Mais bon, ça a quand même... Oui, donc la fin de l'histoire. C'est pour ça que je sais que la constitutionnalisation, c'est vachement important. Donc il y a eu ce truc-là, scellé le 8 mars dans la Constitution. Et le 7 mars, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, elle a donc ils ont sorti un nouveau décret comme quoi les sages-femmes peuvent faire des IVG toutes seules. Donc de 4 tuteurs, on se retrouve maintenant à pouvoir faire jusqu'à... Ça s'appelle comme ça, on est mineurs, même pour les sages-femmes, on ne sait pas faire. Et donc maintenant, elles peuvent faire les IVG jusqu'à 10 semaines, sans médecin. Bon, c'est en structure, mais les médecins, il y en a toujours qui prennent l'enfant. Et voilà, ce que je veux dire, c'est ça. Et ça a été accéléré par la rentrée dans la Constitution. C'est rentré le 8, donc ça a été voté le 8 avant, et le 7, ils ont sorti, ils ont cassé le sale décret du mois de décembre, et donc voilà. Donc il y a quand même des choses qui avancent. Pour l'anecdote, si une copine à vous a eu l'IVG par aspiration et qu'elle a pris la pilule, le MERU, c'est-à-dire la pilule abortive, il ne faut pas croire qu'elle délire, parce qu'il arrive dans certains cas que l'on donne la pilule abortive 48 heures avant l'IVG par aspiration. Ah oui. Pour dilater le col. Je dis ça, parce que une copine qui vous parle de ça, vous ne comprenez pas, dire, alors tu l'as eu par aspiration ou tu l'as eu par comprimé. En fait, c'est le même principe, pour dilater le col. Voilà, pour dilater le col. Donc elle ne délire pas. Bon, alors. Moi, je voulais poser la question d'une jeune femme pas majeure, donc tu vas parler d'un cas de 13 ans. Elle peut aller dans un centre IVG et sans l'autorisation de personne. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elle soit accompagnée d'un majeur de son choix. De son choix. Mais pas forcément les pas au cas des parents. Moi, une fois, j'ai une patiente, une jeune comme ça de 15 ans, elle est venue avec une conseillère conjugale et familiale. D'accord. Oui, il faut et il n'y a plus de délai de réflexion. Là, juste le truc, c'est accompagner d'un majeur de son choix. Souvent, c'est quelqu'un du personnel. Et souvent le psychologue. Après, ça peut être. Ça peut être une grande sœur majeure. C'est ça peut être son oncle, ça peut être soit quelqu'un de majeur qui est dans le coin. C'est ça. Et qui peut l'aider. Parce que c'est vrai, mineur, c'est quand même bon. C'est un droit et tout, mais bon, je pense que c'est. Il y a un problème qui est toujours avec l'IVG chez les mineurs, c'est le secret médical. Là, normalement, on est garant du secret médical. On n'a pas à mention une fois, il y a un appel mieux que d'aller signaler le géniteur qui a été poursuivi pour détournement de mineurs et compagnie, alors que c'est un couple. Le gars était majeur, la petite était mineure, elle devait avoir 16-17 ans, le gars 21-22 ans. Et il se trouve qu'elle est enceinte. Et le bon patron n'a rien trouvé de mieux que de faire l'IVG et de signaler au procureur le truc. Alors, ça aurait pu foutre un bordel, vous imaginez, et la chose se termine de manière assez joyeuse, puisqu'en fait, quelques temps après l'IVG, ils sont mariés. Bon, enfin, pour dire que l'histoire tient à rappeler que le secret médical est absolu. Du moins en matière d'IVG, on n'a pas à communiquer quoi que ce soit à qui que ce soit.
pas toujours évident. Oui, normalement, en plus, pour les mineurs, pour le coup, il peut être, c'est respecté aussi dans l'éducation nationale. Oui. C'est aussi les personnels de l'éducation nationale, normalement, tu peux être accompagné par ton CPE. Ou, Attends, dernière chose, dernier point, la dimension mondiale, comment ça évolue dans le monde? Alors, ouais, heureusement qu'on a constitutionnalisé. Bon, les États-Unis, je ne fais pas. Bon, les États-Unis, tous les pays qui sont en train de sombrer dans le populisme, donc il y a quand même plein d'attaques. C'est pas tous les États-Unis. Non, c'est certains États, c'est ça. Non, mais les États-Unis, il y a beaucoup d'États qui. Il y a 13 États. C'est surtout les États du Sud, quoi. Il y en a 13 quand même. C'est surtout les États du Sud, quoi. L'Argentine, qui est plus la patrie du pape. C'est ça. Alors après, il y a par exemple, au Mexique, voilà, il y a le droit, ça a été gagné il y a 2 ans. Et les Américaines vont aux pays voisins pour pouvoir... Celles qui sont dans le Sud, oui. Pour Parce que c'est le Sud le problème. Les États voisins. Les États du Sud. Même si je crois qu'il y a des États qui interdisent l'IVG et qui entravent aussi les femmes qui se mettent à aller dans passer un les autre frontières. Il y a un pays qui, moi, me laisse vraiment profondément perplexe, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est l'Italie. Parce que c'est quand même assez bordélique. Donc, en Italie, en fait, 90% des gynécos refusent, mettent leur clause de conscience, refusent de faire des avortements. Et là, c'est pire dans le Sud, mais c'est dans toute l'Italie. Donc ils font aussi un truc, les avortements se font en milieu hospitalier. Donc en fait, les anti-choix, tous ces gens-là, les cathos, ils vont chercher des débris d'IVG. Ça c'est dingue. Il y avait eu une émission, puis il y a eu un article dans Marie-Claire l'année dernière. Ils les prennent, ouais c'est ça. Ils leur ont fait un cimetière. Oui. Donc ils font des petites boîtes, ils mettent les débris d'IVG qu'ils vont récupérer. Ça pose quand même le problème que l'hôpital c'est un endroit public. Et comment ça se fait que ces gens, voilà. Et avec la date si possible, la date de mort, c'est-à-dire date de mort pour l'IVG, et le nom de la femme sans son accord. Et donc il y a des cimetières entiers. Après, puis ils mettent des croix, ils mettent des fleurs, ils mettent des nounours, tout ce qu'on veut. Ces déchets-là, ils sont à... Et personne ne le dit, personne ne le dit. Ils vont quand même dans l'hôpital. Dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont à l'intérieur même des complices, quoi. C'est l'hôpital public. C'est comme s'ils allaient au centre d'IVG, ils récupèrent le produit de l'avortement, et puis ils font des petites cérémonies, puis ils le mettent dans des petites boîtes, puis ils les enterrent. Puis ils mettent le nom de la femme. D'accord. Donc c'est des gens qui sont dans l'hôpital à côté des gens. Ça dit que le mouvement il est assez puissant. Et ensuite dans l'énumération, il y a un pays moi qui me fait mal au cœur, c'est les Pays-Bas. Ouais. Parce que les Pays-Bas étaient en pointe à une certaine époque. Et là ils reviennent, je ne sais pas bien où. Donc les Pays-Bas, là surtout la question, c'est la remise en cause. Donc eux ils ont droit jusqu'à 18, les Pays-Bas, 22 semaines de grossesse. Mais en fait il y a la droite quoi, qui n'arrête pas de faire des textes, etc., de déposer des textes, des amendements, pour notamment supprimer les subventions aux plannings familiaux. Ce qui veut dire... Et puis bon, dans pas mal de pays, c'est sûr. Bon, en Pologne, par contre, ça a un peu changé, là, c'est plus centriste. Donc là, on peut accéder, ça va être beaucoup plus simple pour l'IVG médicamenteuse. Mais bon, un jour c'est oui, un jour c'est ça, c'est un droit. Bon, à Malte, il y avait non, c'était en Andorre, il y avait une mobilisation au mois de septembre parce qu'il y avait une militante qui avait dénoncé son pays parce que l'IVG interdit à Malte. D'ailleurs, c'est puni de 3 ans de prison, c'est un crime. Bon, au Vatican, vous pouvez pas un dessin. Puis à Andorre. Et donc Andorre, elle a été devant, alors je crois que c'était l'ONU, pour dénoncer son pays, et donc elle est attaquée par le gouvernement comme pour atteinte à la sûreté de l'État. Et donc elle risquait beaucoup. Donc il y a eu beaucoup de manifestations ici au mois de septembre à l'époque, entre l'Espagne et puis la France pour la défendre. Après là je ne sais pas où ça en est cette histoire. Après il y a des pays comme la Turquie. Est-ce qu'il y a des IVG dans les couvents? Est-ce qu'il y a des IVG dans les couvents? Il y en avait, hein. Il y avait les viols, et derrière il y avait les avortements, et puis même les accouchements qui ont tué les gosses, et puis ont tué les bébés. Et ouais, il y a eu un film là-dessus. Et puis oui, je pensais à autre chose. Oui, en Hongrie, ouais.
En Hongrie, donc dans l'idée, en Hongrie, donc ils ont une politique, forcément, on comprend bien. Donc là, les familles hongroises de souche, en gros blanches, qui ont, à partir de 3 enfants, ont des aides à l'accès à la propriété. Pas les autres, je ne fais pas un dessin non plus. On en a aussi chez nous, des comme ça. Bon, avec toutes les... Puis après, derrière, il y a tous les débats sur le grand remplacement, enfin, tout leur mythe et tout ça, donc sur la... Enfin, voilà, Est-ce qu'on a des nouvelles de la Chine? Donc, la Chine, ce que je voulais dire, c'était un truc... Bah, c'est pareil, la Chine, si tu veux, à l'époque de l'enfant unique, voilà, il faut avorter. Ça veut dire que c'est vraiment lié aux questions politiques. Hein. Et c'est vrai qu'il y a même des enjeux en fonction de... ça, je pense que c'est un peu partout, mais en fonction de quelle est la femme qui est enceinte et d'où elle vient, ses origines sociales, géographiques, etc. Ou pour certaines femmes, par exemple, blanches, aisées, on va leur dire bah non, il ne faut pas avorter. Et pour d'autres, des femmes pauvres, des femmes migrantes ou je ne sais pas, qui voudraient peut-être garder l'enfant, on va les inciter au contraire à avorter. Donc c'est vrai que c'est une question qui est pas... toutes les femmes ne sont pas reçues de la même manière. Ça veut dire que les droits, voilà. Et autant il y a des contraintes qui sont fortes pour restreindre l'avortement, autant parfois il y a des contraceptions qui ont pu être imposées aussi à des femmes qui pouvaient souhaiter au contraire avoir des enfants, quoi. Donc c'est vrai que dans tous les cas, c'est une entrave au choix des femmes. C'est en Inde qui a des problèmes de liberté. Puis en Amérique latine. Et dans des théocraties comme les Émirats arabes unis ou l'Iran, ça se passe comment? Ça se passe mal. Là-bas, c'est pareil. Arabie Saoudite, tout ça, bah, tu as de l'argent, les émirs et tout ça, et voilà. Après, c'est pour les gens, quoi. Sinon, en Chine, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec une reporter de l'UMA qui a habité en Chine pendant très longtemps et qui nous expliquait qu'en Chine, depuis 2015, officiellement, l'enfant unique, ça n'existe plus. Non. Mais ça s'est fait de manière progressive. On a autorisé 2, puis après 3 avec des pénalités. Maintenant, les pénalités n'existent plus. Par contre, dans le même temps, cette politique-là, elle s'est appliquée parce que ça concernait que les Han, la plus grosse ethnie chinoise, qui doit représenter quasi 90% de la population. Mais par contre, cette politique-là, en s'adoucissant pour les Han, par contre, elle s'est renforcée sur les minorités ethniques. Ça n'existait pas pour eux avant, c'était une niche, mais voilà, sur la même réflexion avec les Ouïghours, littéralement. Et donc, en l'occurrence, la politique de l'enfant unique aujourd'hui n'existe plus pour 85% des Chinois, mais par contre, pour la minorité Ouïghour et d'autres, elle existe. Sur un peu le même état d'esprit de ici c'est la Chine et en fait la communauté a grossi. Juste un chiffre, 80, je ne l'avais pas trouvé, dans le monde il y a 87 pays qui autorisent l'avortement. Okay. Avec plus ou moins des ça nous ouvre les perspectives. Le mot de la fin, oui, écoutez, moi je suis très heureux d'avoir participé à cette conférence, à ce débat qui a été riche. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'était, à mon avis, très concret, très animé, et beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, d'interventions. Donc, très passionnant. Je vous annonce notre prochaine conférence qui se met en forme petit à petit. Ce sera le 31 mai. Ce sera dans la grande salle de Noailly, leur fils Jean Cavaillès. Et c'est Jean-Paul Boual qui est secrétaire général adjoint d'une association qui s'appelle Égal, qui travaille sur la laïcité en Europe. Et bon, on a encore quelque chose, des éléments à peaufiner. Ce sera le thème de la conférence, ce sera la laïcité, la place des religions dans l'Union européenne par rapport aux États. Donc, un sujet large sur la laïcité dans l'Union européenne. Donc, voilà. Et puis, merci à tous d'être venus. Merci. Et merci à vous. Merci à vous.